Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Kuji TV. Comme lors des élections législatives de 2012, Kuji a décidé d'organiser des débats pour les élections provinciales de 2014, des débats qui sont rendus possibles grâce à notre partenaire, Varro Bureau Système, un spécialiste en infrastructure réseau. Alors pour ce soir, nous recevons les candidats anti-indépendantistes de la province sud. Avec nous Sonia Baquès, candidate de l'Union pour la Calédonie dans la France, qui est également membre du gouvernement. Bonsoir. Grégoire Bernu, deuxième de liste de Cynthia Lijard du Front pour l'Unité. Vous êtes également élu à la province sud. Bonsoir. Et Philippe Gomez, tête de liste Calédonie Ensemble, député de la 2e circonscription. Bonsoir. Alors c'est un débat qui va durer à peu près 1 heure, que nous allons découper en 4 parties. La première sera consacrée à l'avenir institutionnel, à la fin de l'accord de Nouméa, puis aux questions économiques et sociales, enfin au nickel et, si nous avons le temps, à l'environnement et l'énergie. Mais avant de rentrer peut-être dans le débat, vous êtes tous issus plus ou moins de la même famille politique, RPCR, UMP ou RPR, et pourtant vous n'arrivez pas à vous entendre, voire même vous vous détestez. Alors pourquoi est-ce que l'union est impossible? Sonia Baquès. Alors je pense que l'union est possible, que c'est une question de volonté. On a souhaité avoir l'union des loyalistes, notamment en province des îles et en province nord. C'est possible en province des îles, il y a une liste unique des loyalistes, c'est le seul moyen pour les loyalistes d'être représentés. Dans la province nord, nous avons tout fait pour qu'il puisse y avoir cette union. Je regrette aujourd'hui qu'il y ait 2 listes en province nord. En province sud, je crois que cette union devra se faire le lendemain des élections provinciales, puisque ces élections provinciales sont l'occasion pour nous de marquer nos différences en termes de projets institutionnels, en termes de projets économiques. Et ensuite, il faudra absolument se retrouver parce que les loyalistes devront construire ensemble la sortie de l'accord de Nouméa pour ensuite discuter avec les indépendantistes. Philippe Gouès, vous pensez que l'union sera possible le lendemain des élections? Pourquoi le lendemain, d'un seul coup, vous allez tous vous jeter dans les bras les uns des autres? Parce qu'on s'aime. Oui, ça sent sur ce plateau, vous vous aimez beaucoup, je dois le dire pour les internautes. Non, d'abord ça veut strictement rien dire. Reprenez 2009. En 2009, il y a eu une campagne extrêmement rude. Il y avait l'Avenir Ensemble, avec comme tête de liste Harold Martin, le Rassemblement UMP, avec Pierre Frogier comme tête de liste, moi-même qui étais tête de liste pour Calédonie Ensemble. Est-ce que ça nous a empêché ensuite de faire l'entente républicaine? Ce qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré, d'accord, mais en tout cas, elle a été faite. Elle a abouti à ce que Pierre Frogier soit élu avec les voix de Calédonie Ensemble à la présidence de la province, et à ce que je sois élu à la présidence du gouvernement avec les voix du Rassemblement UMP. Ça a effectivement duré qu'un temps, puisqu'au bout d'un certain temps, un drapeau qui est le drapeau du FNKS a été hissé, que j'étais en désaccord, ainsi que l'ensemble des membres de Calédonie Ensemble avec cette stratégie. Qu'ensuite Pierre Frogier a déclaré qu'il recherchait de nouveaux équilibres institutionnels en expliquant qu'il fallait faire alliance avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste au titre de ces nouveaux équilibres institutionnels. Et donc Calédonie Ensemble a été marginalisée, comme on le sait, au sein des institutions au cours des 3 dernières années. Donc voilà le chemin qui a été parcouru. Donc oui, bien évidemment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la coalition n'est plus tout à fait d'actualité et qu'on retourne vers des fondamentaux, à savoir il faut rassembler les loyalistes. Et en ce qui concerne Calédonie Ensemble, au lendemain de l'élection, nous serons ouverts aux discussions. C'est même, je crois, la responsabilité première qui incombera à chacun d'entre nous, quel que soit le résultat de ces élections. Et en province des îles, pour finir, nonobstant nos divergences fortes avec Simon Louécotte, et le fait que nous ayons que la place de 5e, par exemple, sur la liste avec Nahuel Pauta, nous avons décidé de soutenir cette liste d'union parce que c'est le seul moyen d'arriver à obtenir un siège et une représentation au sein de la province des îles. Grégoire Bernu, vous pensez qu'il y a des divergences de fond ou qu'il y a beaucoup aussi de rancœur personnelle entre vous qui empêchent cette union? Non, je pense que non seulement cette union est possible, mais qu'en plus elle est nécessaire, parce qu'il va bien falloir qu'on réussisse à discuter déjà entre nous pour pouvoir aborder sereinement les négociations sur la sortie de l'accord de Nouméa avec les partenaires indépendantistes et État. Moi, je vais réagir à ce qu'a dit M. Gomez, c'est-à-dire qu'en fait, je voudrais dire une fois pour toutes que pour nous, le lever des 2 drapeaux, on en est très fiers, pour une raison très simple, c'est que le drapeau commun pour nous, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Nouvelle-Calédonie, elle est toujours française, et en
compte bien qu'elle le reste. En même temps, il fallait bien faire un geste à l'endroit du peuple premier, hein, qui était, il faut bien le reconnaître, arrivé avant nous en Nouvelle-Calédonie. Et c'était la meilleure façon d'aborder sereinement la sortie de l'accord de Nouméa, parce que Pierre Frogier, c'est bien ce qu'il a voulu faire à partir de 2009, c'est trouver des solutions pour inscrire durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France dès 2014. Sauf que compte tenu de la campagne des législatives de 2012, qui a été particulièrement destructrice et mensongère, et également le décès de Charlie Pidgeot derrière, tout a été stoppé dès 2012 et qu'aujourd'hui, on en est là. Un mot là-dessus, parce que vous voyez qu'il y a une divergence, donc il faut l'explorer cette divergence, et je pense que Sonia Backès donnera ensuite son point de vue, c'est que voilà d'où vient la divergence. La divergence, c'est le drapeau, nous on considère que le drapeau commun il est prévu par l'accord, qu'il a vocation à flotter aux côtés du drapeau bleu, blanc, rouge comme le prévoit l'accord, et qu'il doit incarner non seulement l'identité kanak, et le futur partagé entre tous. On va faire l'histoire du drapeau qui a effectivement été la c'est porte de matrice. Je vais quand même répondre sur un point. Je ne veux pas faire l'histoire du drapeau, mais je souhaiterais quand même, il a pu développer le sujet, donc il y a eu une divergence, elle est là. Ensuite, il y a eu cette coalition qui a été dans le prolongement de ce drapeau. Ensuite, il y a Ouamitan qui a été élu président du Congrès. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire du pays. Et c'est ce qui a conduit, vous dites la division. Pourquoi la division? Comment la division? C'est extraordinaire, vous venez tous du même parti, il y a une division. Oui, mais il y a des raisons de fond qui ont justifié que cette division existe. Et qui, aujourd'hui, quand j'entends M. Bernu, continue à subsister pour une large part. On voit effectivement que la réconciliation n'est pas pour demain. Un mot, Sonia Backès? Oui, juste pour l'avoir vécu, cette entente républicaine de l'intérieur. Il faut d'abord une vraie volonté des hommes qui veulent travailler ensemble, de travailler ensemble, et pas d'éradiquer entre guillemets l'autre. Et pour l'avoir vécu, on était dans une situation où Pierre Frogier voulait imposer sa vision de l'avenir institutionnel à Philippe Gomès, et Philippe Gomès faisait tout à l'intérieur du gouvernement, et j'en suis témoin et je l'ai vécu, pour faire que les personnes du rassemblement existent le moins possible. C'est pas comme ça qu'on construit une union. S'il doit y avoir une union le lendemain des élections, elle doit se faire sur un socle commun de valeurs, de projets, et on doit se mettre d'accord sur tout, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait nous, au sein de l'Union pour la qualité de la France, on se met d'accord avant, sur quoi on est d'accord, sur l'essentiel, et ensuite on déroule. On n'est pas là pour savoir qui c'est qui va faire le plus de tort à l'autre pour la prochaine fois finalement détruire l'autre. Et ça peut pas fonctionner. Justement, on va venir au projet institutionnel parce qu'il faut avancer. Juste une précision, je voudrais quand même rappeler à M. Gomès et à Mme Backès que le lever des deux drapeaux a été approuvé à l'unanimité du comité des signataires de juin 2010, et au sein de ce comité des signataires, vous trouviez M. Gomès et M. Yano, donc Mme Backès. Donc à partir de là, une fois revenus en Nouvelle-Calédonie, ils ont tout fait pour mettre à mal ce lever des deux drapeaux pour les raisons qu'on connaît, mais il faut quand même qu'ils reconnaissent qu'ils étaient pour au comité des signataires de juin 2010. D'accord, cela dit, il y avait une procédure dans l'accord de Nouméa effectivement qui était prévue pour les signes identitaires qui n'a pas été quand même totalement celle retenue. Alors concernant la question du drapeau commun, on a entendu parler pendant la campagne des législatives que comment dire, le drapeau commun, il fallait absolument remettre en ordre de marche la commission du Congrès, etc. Et moi je pose une seule question, on en est où aujourd'hui de cette fameuse commission au Congrès sur la recherche du drapeau commun? Ça n'a pas avancé. On en reparlera au lendemain des élections. On va revenir à... Non, on va revenir à... Non, parce que là, on va falloir arrêter, sinon on va débattre jusqu'à minuit. Point de vue, je ne peux pas exposer le mien sur le sujet. Au comité des signataires, j'ai été défavorable. On va pas refaire la question du drapeau, c'est pas pour ça que les internautes vous écoutent en ce moment. Mais donc Harold Martin et Pierre Frogier ont quitté la salle du comité des signataires. Donc je me suis exprimé contre le drapeau. Tout le monde le sait dans ce pays. Alors, le dernier mandat de l'accord de Nouméa, le 2014-2018, est crucial. C'est celui où il va falloir préparer donc la sortie de l'accord de Nouméa, négocier un nouveau statut provisoire ou définitif, sans aucun doute, pour la Nouvelle-Calédonie. Quel est, vous, votre projet pour négocier, pour préparer cette sortie de l'accord de Nouméa? Alors, Grégoire, peut-être. Alors, nous, on a une exigence, c'est ne jamais jouer sur les peurs et ne jamais attiser les antagonismes. Parce qu'on a ça en tête, on doit savoir d'où l'on vient par rapport aux événements. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on prône un troisième accord. Et pour y arriver, c'est pas compliqué. On doit déjà réussir à remettre les gens autour de la table. Comme nous l'avions fait en juin 2010, ça s'est arrêté en 2012, comme je vous l'expliquais précédemment, mais dès le lendemain des élections de 2014, il va falloir déjà qu'on s'entende entre nous, effectivement, et que dans un second temps, très rapidement, on réussisse à s'asseoir à nouveau à la table des négociations avec l'État et les indépendantistes, pour trouver justement ce troisième accord. Alors ce troisième accord, ensuite, qu'est-ce que demande Pierre Frogier? Récemment, il a fait une proposition, elle est très simple, c'est que l'État redevienne l'acteur qu'il était en 1988 et en 1998.
Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'aujourd'hui, l'État ne connaissait plus suffisamment le dossier calédonien, puisque au gré des changements de gouvernement, on changeait d'interlocuteur. Dans ces négociations-là, qu'apporte le Front pour l'Unité dans sa besace? Il va se mettre autour de la table. Vous allez arriver avec quoi comme munitions, comme statut? Quelles sont vos propositions concrètes pour l'avenir du pays? On va arriver, c'est très simple, on va arriver autour de la table avec dans notre besace déjà une volonté d'inverser l'agenda, puisque je vous le rappelle, si jamais il y avait 3 référendums successifs, il va falloir de toute façon s'asseoir autour de la table en 2023. Donc pourquoi ne pas le faire dès maintenant? On va arriver avec ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'on aura chacun nos propositions sans perdre nos âmes, on aura la clé de répartition, on aura la rationalisation de la répartition des compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il s'agit d'organiser un petit peu mieux le pays et d'arrêter cet éclatement de compétences entre les provinces, le gouvernement et les communes. On aura également la stratégie nickel qu'il va falloir revoir, on aura également la question de la citoyenneté avec le corps électoral, et il ne s'agira pas de perdre notre âme, mais de trouver en avançant petit à petit avec les partenaires États indépendantistes pour trouver une solution. Mais statutairement, vous êtes pour un État associé, un territoire français, une collectivité à part dans la Constitution? On est pour une collectivité territoriale de la République à statut particulier. C'est-à-dire que le statut particulier, c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir définir ensemble les conditions d'une Nouvelle-Calédonie qui s'inscrivent durablement dans la France, mais bien évidemment, il va falloir en parler avec eux. Je ne vais pas exposer ici l'objet des débats que nous allons avoir demain. Et donc, dans le cadre de la décolonisation, comment est-ce que vous pensez que votre projet puisse être compatible dans la mesure où on va arriver au terme de l'accord de Nouméa avec extrêmement peu de choses à négocier, peu de compétences finalement? Comment est-ce que vous allez faire? Conserver les compétences régaliennes? Qu'est-ce que vous allez laisser à la France? Conserver? Il y a des compétences, par exemple, sur lesquelles on peut toujours discuter, comme les relations extérieures. En revanche, nous, sur l'ordre public, la justice, la monnaie, etc., on ne voudra pas transiger. Nous, ce qu'on constate simplement, c'est qu'au lendemain des élections de 2014, finalement, la Nouvelle-Calédonie, elle restera fondamentalement la même. On aura 2 provinces à majorité indépendantiste, c'est-à-dire le Nord et les îles, un certain nombre de communes qui sont indépendantistes, et de l'autre côté, la province Sud qui sera à majorité non indépendantiste, avec un certain nombre de communes. Donc il va bien falloir... Ah oui, alors je rajoute aussi qu'on sait très bien que la majorité des Calédoniens souhaitent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le rapport de force, il doit être à peu de choses près entre 60 et 40%. 60 pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France et 40% pour l'indépendance. Donc dans ce contexte-là, on souhaite inscrire durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France puisque la majorité des Calédoniens le souhaitent, mais bien évidemment, il va falloir en discuter avec nos partenaires indépendantistes et États parce qu'ils sont là et bien là. Donc vous êtes pour un 3e accord et donc pas de référendum? Oui, un 3e accord parce qu'en fait on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'à chaque fois dans ce pays on a réussi à obtenir 25 années de paix et de développement économique grâce à l'accord de Matignon-Oudinot, puis à l'accord de Nouméa, et donc on veut aboutir... Jamais 203, donc on veut aboutir à un 3e accord qui sera bien évidemment soumis à l'approbation des Calédoniens par voie de comme on avait fait en 98. Voilà. Sonia Backès, vous êtes par contre plutôt favorable à l'organisation de référendum sur l'indépendance rapidement? Non, ce qu'on constate, c'est la solution qui est proposée, qui est de dire il faut tout faire pour éviter le référendum. Finalement, ça veut dire quoi tout faire? C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, c'est qu'on arrive au bout de ce qui est possible en termes de transfert de compétences, on arrive au bout de ce qui est possible à discuter finalement, dans les négociations possibles avec les indépendantistes. Et finalement, quand on dit il faut tout faire pour éviter le référendum, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour éviter le référendum. Et quand Pierre Frogier parle de 3e accord, de solution consensuelle, on n'en connaît pas le contenu. Et je ne vois pas, on a entendu Roch Wamitan dans un récent débat dire que quand on a connu l'indigénat, on ne peut pas aimer la France. Pour un début de discussion, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien, on voit bien que ça va être compliqué d'arriver à une solution consensuelle. Mais il faut ouvrir le dialogue, on l'a dit dès le départ. Et effectivement, je crois que là-dessus, on est tous d'accord sur le fait de dire que ces discussions, elles ne doivent pas attendre le premier référendum pour démarrer. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les loyalistes se mettent d'accord d'abord le lendemain des élections sur le minimum possible, et ensuite il faut qu'on aille tous ensemble discuter avec les indépendantistes. Nous, cette discussion, on l'a dit très clairement, on considère que il faut qu'il y ait un projet clair proposé par les loyalistes. Ce projet clair pour nous, c'est quoi? C'est de dire on est déjà dans une autonomie extrêmement large, dans un système qu'on pourrait comparer à un système de type fédéral. On dit on a été gavé de nouvelles compétences ces dernières années, il faut déjà qu'on assume ces compétences-là. On n'est pas
favorable au transfert de nouvelles compétences. Sur le corps électoral, on ne peut pas construire la Nouvelle-Calédonie de demain en continuant à exclure plus de 20 000 personnes. Ce n'est pas possible. Il faudra réouvrir le corps électoral. Sur la clé de répartition, on ne peut pas continuer à taxer les personnes du Sud si ça permettait réellement le rééquilibrage. C'est-à-dire si ça permettait finalement d'offrir plus d'infrastructures, plus d'aide sociale aux personnes du Nord. Tant mieux, ce n'est pas le cas. On a un Paul Néaoutine, président de la province Nord, qui thésaurise et qui finalement ne redistribue pas cet argent à ces populations. Donc il faudra absolument revoir la clé de répartition. Voilà, ce que nous proposons, c'est un projet clair. Ensuite, ce que nous disons également, c'est que on comprend bien que les indépendantistes ne peuvent pas renoncer de manière définitive à leur volonté d'indépendance. Et ce que nous proposons, et je crois que là-dessus nous sommes les seuls à ouvrir une porte là-dessus, c'est de dire, n'hésitons pas, ça existe au Québec par exemple, et c'est pas un drame comme on veut bien le faire croire en parlant d'UVA, etc. C'est pas un drame. N'hésitons pas à, une fois toutes les générations, revenir sur l'accord, revenir sur l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes partisan de l'organisation des référendums tels que prévu dans l'accord de Nouméa ou pas? Vous discutez avant, vous votez, vous faites un vote avant justement? Mais en fait, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'accord de Nouméa, il le prévoit ce référendum. Il le prévoit, si on n'arrive pas à trouver d'accord avant, si on ne demande pas son organisation avant, il est prévu en 2018. Nous, ce qu'on dit, c'est, on va faire quoi jusqu'en 2018? On va discuter, on voit bien que si on a en face de nous un Roquamitan qui dit on ne peut pas aimer la France, ça va être compliqué, on peut discuter pendant des mois et des mois. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au bout d'un an, on aura quand même les idées claires de savoir si oui ou non, on est capable de trouver un accord. Si on est capable de trouver un accord, on dit tant mieux, demandons aux Calédoniens... Donc une solution consensuelle comme Grégoire Bernu. Tant mieux, et comme la branche loyaliste que propose Philippe Gomez. Non, pas du tout. Philippe Gomez s'exprimera tout à l'heure avec sa langue. Donc ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, de dire si on est d'accord pour trouver une solution dans la France, fin 2015, on se rend compte qu'on arrive à trouver une solution pérenne dans la République française. Tant mieux, on soumet cette solution aux Calédoniens, et les Calédoniens s'expriment là-dessus. Mais vous amenez quoi, pareil, de la même manière? Qu'est-ce que vous amenez, vous? Je vous l'ai dit ce qu'on amène. Je vous l'ai dit, on est les seuls à amener quelque chose d'ailleurs. C'est quoi? En disant, on comprend que les indépendantistes ne veuillent pas admettre qu'ils renoncent définitivement à la question de l'indépendance. Mais ça veut dire, croyez-vous qu'ils vont renoncer? Et on dit, on est les seuls à proposer une consultation générationnelle pour qu'on puisse faire évoluer le statut de la Nouvelle-Calédonie. Mais avec un corps électoral ouvert? Il faut réouvrir le corps électoral. Il faut que ce corps électoral redevienne glissant. On va avoir des enfants qui seront nés en Nouvelle-Calédonie à terme et qui auront connu que la Nouvelle-Calédonie, qui ne pourront pas voter. On en a déjà 4500 aujourd'hui et on en aura de plus en plus. C'est pas possible. Donc, effectivement, il faudra réouvrir, mais ce qu'on dit au niveau du référendum, c'est que si au bout d'un an et demi, on se rend compte qu'on est toujours bloqué dans les discussions, n'attendons pas 2018. Dans quelle situation économique et sociale va être la Nouvelle-Calédonie si nous attendons 2018 ? Donc vous voulez discuter, en fait, dans l'espoir de trouver... On veut discuter avec un calendrier et une méthode précis, avec un projet clair. On est prêt à discuter, on est prêt à négocier, mais il ne faut pas que cette discussion aille jusqu'en 2018. Aujourd'hui, les foyers ont peur d'acheter leur appartement, leur maison, les entreprises ont peur d'investir. On est dans une situation où le développement économique est bloqué, il faut en sortir, et pour ça, il faut se donner une échéance. On ne va pas discuter d'une éventuelle solution consensuelle si on ne la voit pas arriver jusqu'en 2018. D'accord. Alors Philippe Gomez, vous avez un autre projet qui est celui du référendum éclairé, qui est un concept, on va dire, un peu différent, qui nécessiterait une modification de la Constitution, puisque là, de la même façon, ce n'est pas vraiment ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Est-ce que vous pouvez donc détailler, essayer d'expliquer un peu clairement quels sont les grands principes de ce référendum éclairé? Oui. D'abord, peut-être, avant la technique, le fond. En ce qui me concerne, j'étais à UVA ce matin. Parce que c'est le 22 avril, qu'il y a 6 gendarmes et militaires qui ont perdu la vie lors du drame de la grotte et que, comme chaque année, il y a une commémoration qui est faite dans l'enceinte de la brigade de la gendarmerie. De la même manière, le 5 mai, il y aura, devant le monument dédié aux morts indépendantistes, des 19 militants indépendantistes, la même commémoration. J'y ai participé l'année dernière, à l'une comme à l'autre, et j'y participe également cette année. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un moment tellement important dans l'histoire du pays que ne pas le prendre en considération, l'oublier ou le négliger, ou ne pas l'intégrer dans nos raisonnements serait une faute politique. On a vécu ça, on a vécu ce paroxysme-là, on a vécu cette guerre qui n'a pas dit son nom. Maintenant, c'est mort, quel que soit le côté
où ils sont tombés sont nos morts. Ils font partie de notre mémoire commune. Et à Calédonie Ensemble, on considère qu'on ne peut pas bâtir un destin commun si on n'assume pas une mémoire commune. Et ça fait partie pour nous de la mémoire commune du pays. Sur cette base-là, à partir du moment où on considère que ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui, c'est la paix, qu'elle a été construite difficilement, péniblement, qu'on est passé au bord de l'abîme, comment sortir de l'accord dans lequel on est rentré, et au-delà de ça d'ailleurs, comment sortir d'un cycle, qui est un cycle politique, économique et social, qui a démarré lors de la signature des accords de Matignon en 88, qui se termine là, et on va rentrer dans un nouveau cycle. Et c'est la période charnière entre ces deux cycles qu'on doit assumer. Nous considérons que les 3 référendums prévus par l'accord sont une nasse dans laquelle nous sommes susceptibles de nous enfermer collectivement et dont nous ne ressortirons pas. Pourquoi une nasse? 3 raisons. Première raison, c'est un accord qui pose de manière un peu frontale, bête et méchante, j'ai l'habitude de dire, la question du pour ou contre l'indépendance, comme elle aurait pu se poser il y a 50 ans. Et mécaniquement, dans notre société qui reste fragile, on va dresser les Calédoniens les uns contre les autres. Ça va être source de tensions sociales, ethniques. Contre le référendum couperé, dont on sait les conséquences qui risquent de cristalliser les tensions une nouvelle fois. Donc ça, aller à ce référendum, c'est véritablement mettre le feu à une mèche qui n'est pas utile. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec Sonia Backès et Grégoire Bernu, qui eux non plus ne veulent pas de référendum Oui, enfin, Sonia Backès, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit Sonia Backès, elle n'a pas dit exactement ça, et Grégoire Bernu n'a pas dit exactement ça. Non, mais enfin, elle a dit qu'il fallait discuter avant d'en arriver là. Moi, je constate que vous nous avez rejoint sur cette question. Je rejoins Grégoire Bernu, c'est une nouveauté. Nous, bon, j'ai dit ça nous. peut arriver. J'ai dit nous. Donc si j'avais la chance de pouvoir finir, je les ai laissés très aimablement s'exprimer longuement sur leurs propositions. Après, les Calédoniens jugent, une fois qu'ils nous ont entendus avec leur intelligence, sur les propositions des uns et des autres. Donc le peuple, il faut lui faire confiance, il est souverain. Donc, un générateur de tension, donc a fortiori 3 fois. Donc on va dire non une fois, parce que le rapport électoral est celui qu'il est, une deuxième fois en 2020, une troisième fois en 2022, ou une première fois en 2016, une deuxième en 2018, une troisième en 2020, peu importe. Voilà, donc au bout de 3 fois, qu'est-ce qu'on aura gagné, sinon fragiliser notre société. Donc nous, pour cette raison-là, d'abord, on est contre le référendum prévu par l'accord de Nouméa. La deuxième raison, c'est que quelles que soient les réponses, imaginons hypothèse d'école, c'est une réponse oui à l'indépendance, ce qui selon nous n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance dans ce pays. Quels sont les contours de ce pays indépendant? Quelle est l'organisation? Quelles sont les libertés publiques? Qui votent, qui ne votent pas? Est-ce que ce pays reste associé à la France ou pas? S'il n'est pas associé à la France, que deviennent les 140 milliards de francs CFP qui chaque année irriguent le pays? En clair, la boîte de cette indépendance que revendiquent les indépendantistes, comment est-elle constituée? Et de la même manière, si c'est non à l'indépendance, et qu'on reste donc ce pays émancipé que nous sommes aujourd'hui au sein de la République, quels sont les contours? On ne le sait pas, puisque l'accord de Nouméa dit si c'est 3 fois non à l'indépendance, il faut revenir. Mais vous pouvez avoir une idée sur Oui, bien sûr, j'ai une idée, mais pour l'instant, je suis au plan de la méthode, je ne suis pas sur le fond. Je viendrai ensuite sur le fond lorsque les questions se poseront sur le fond. La question donc sur la boîte du pays émancipé au sein de la République, elle n'est pas non plus construite puisqu'on doit se revoir s'il y a 3 fois non pour dire comment on l'a construit cette boîte. Il y a quand même des questions importantes qui se posent, il y en a certaines qui ont été évoquées, on se rejoint sur des points comme la clé de répartition, comme le corps électoral, comme la répartition des compétences entre les collectivités et d'autres sujets. Et bien évidemment, ce pays qui reste au sein de la République, qui ne va pas être exactement celui qu'on connaît aujourd'hui, il faut le discuter. Mais là aussi, comme rien n'est discuté, c'est un néant des deux côtés. Un néant vers l'indépendance, ou le néant d'une situation qu'on sait rester dans la France. Donc vous voulez remplir la boîte avant que les Calédoniens se décident. Attendez, troisième chose, on discute après. C'est ça le vice originel et fondamental de l'accord de Nouméa, mais il ne faut pas en vouloir aux signataires, parce qu'au moment où ça a été négocié, on était très content d'arriver à un accord et de repousser la problématique dans les 20 prochaines années. Donc il faut être humble vis-à-vis de ce qui a été décidé. On discute après 3 noms. Donc bien évidemment, la position de Calédonie Ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est de dire n'attendons pas 3 fois non, où le pays sera fracturé en 1000 morceaux et où, hélas, on sera avec une pelle et un balai en train de ramasser les morceaux. Au contraire, dialoguons avant. Et la différence, parce que bien sûr qu'il y a des différences, enfin elles sont évidentes, mais on va les verbaliser pour qu'elles le soient encore plus, c'est que les différences, nous on est pour un dialogue, d'abord on est pour aller jusqu'au bout du dialogue. Pas genre on se donne un an et puis dans un an on n'est pas arrivé, hop, on passe au référendum. Non, on va jusqu'au bout du référendum, jusqu'au bout du dialogue. C'est-à-dire si on doit aller jusqu'en 2018, puisque la deadline, le référendum sera organisé au plus tard par l'État en 2018, il faut aller jusqu'au bout du dialogue, explorer toutes les possibilités de dialogue. Ça, c'est notre première différence. Notre deuxième différence,
c'est pas de solution consensuelle. Qu'est-ce que c'est une solution consensuelle? Entendons-nous sur les mots. C'est quoi une solution consensuelle? Parce qu'autrement, tout est consensuel. Une solution consensuelle pour nous, et telle qu'on l'entend en Nouvelle-Calédonie habituellement, c'est l'accord de Matignon ou l'accord de Nouméa, c'est-à-dire une solution sur laquelle tout le monde est d'accord, on signe, indépendantiste, non indépendantiste, etc., et on vote oui ou non. C'est ça, une solution consensuelle. C'est ça la définition. C'est ça que défend le Front Nous, on est Unité. contre une solution consensuelle. Pourquoi? Parce qu'on considère que la seule solution consensuelle qui existera, c'est une solution consensuelle d'indépendance-association. Pourquoi? Parce que les indépendantistes, à moins qu'il n'ait consommé, je l'ai déjà dit, quelques substances interdites à la signature, ne vont pas signer une solution consensuelle qui les conduit à rester au sein de la République. Oui. Donc, au lieu de dire ce qui ne marche pas, dites plutôt ce que vous voulez. Eh ben donc nous, non mais j'illustre les choses, donc pas un référendum dès 2015 ou dès 2016 parce qu'on a discuté, c'est bon, on passe au référendum, pas une solution consensuelle unique parce que ça ne pourra être que l'indépendance association, autrement les indépendantistes ne la signeront pas. Donc c'est pour ça qu'on a développé l'idée, qui est une idée sur la table, qui peut être partagée ou pas partagée, on respecte les idées des autres, on avance la note, qui est celle du référendum éclairé. Le référendum éclairé, c'est plus un référendum d'opposition frontale pour ou contre l'indépendance, c'est un référendum de projet. C'est un référendum où on peut dire oui. Oui à quoi? Enfin, pour les indépendantistes, s'ils veulent dire oui à l'indépendance, ils pourront le faire, mais ils sauront le pays dans lequel ils vont se lever le lundi matin, puisque l'ensemble des éléments de cet État indépendant leur a été donné. C'est une manière de les respecter. Et pour les gens qui sont de sensibilité non indépendantiste, dont nous faisons partie sur ce plateau, ben là, cette Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, si jamais une majorité, ce que nous croyons, se prononce pour, à partir de ce moment-là, de la même manière, le lundi matin, les Calédoniens sauront dans quel pays ils se réveillent. Donc, c'est un référendum de projet, on sait pourquoi on vote, on sait ce qu'il y a derrière le slogan, on dialogue avant et non pas après, et c'est un seul et unique référendum et pas trois référendums. Donc vous, qu'est-ce que vous faites de la Nouvelle-Calédonie? C'est pour vous l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce territoire largement émancipé, qu'est-ce qu'il devient statutairement? Quel lien il conserve avec la France en termes financiers, en termes de compétences? C'est vrai que si on arrive au bout de l'accord de Nouméa, la France exercera encore les compétences régaliennes et c'est tout. Après, il y aura des liens financiers, mais il reste finalement très peu de choses. Donc, oui. Comment voyez-vous la dernière étape? Donc, il reste très peu de choses. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une feuille de papier à cigarette qui nous sépare entre l'extrême autonomie, qui est aujourd'hui la nôtre, indépendant, et l'État indépendant, associé ou pas. Qu'est-ce qui fera la différence entre vous? Qu'est-ce qui ferait la différence? Alors, je ne sais pas, ils n'ont pas défini le fond de leur projet. Il y a des choses sur lesquelles on se rassemble, oui, je l'ai dit. Il y a d'autres choses qui sont d'autres propositions. Je ne sais pas si elles nous divisent ou pas. On n'a jamais eu l'occasion d'en débattre. Mais par exemple, moi, je considère qu'en ce qui concerne les administrations régaliennes, nous devons impérativement les calédoniser. Qu'aujourd'hui, nous sommes en matière de justice à un niveau de calédonisation inférieur à celui auquel on était il y a 20 ans de ça, que la seule administration régalienne qui est calédonisée, c'est la police, qu'en matière de gendarmerie, un plan a été arrêté au prochain comité des signataires. Aujourd'hui, on est seulement à 25% de Calédoniens qui sont en situation d'emploi ou de responsabilité au sein de la gendarmerie. En matière de défense, est-ce que vous connaissez un gradé qui est aujourd'hui un Calédonien? Ça n'existe pas. Et donc, pour nous, l'un des aspects, par exemple, de cette discussion sur cette Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, oui, les compétences régaliennes restent dans les mains de l'État. Il ne s'agit pas de les exercer. Mais par contre, nous devons les exercer localement. Nous sommes susceptibles également, puisque vous me permettez de développer le sujet, je le fais, et pas au sable d'abattis, en donnant un peu de nuance et un peu de contenu. On est déjà associé à l'exercice de compétences régaliennes, Claudine Véry. Oui, en termes de diplomatie notamment. Souveraineté partagée, dit même l'accord en ce qui concerne les relations étrangères. Savez-vous qu'on peut signer des traités avec n'importe quel pays à l'échelle de la planète dans tous les domaines de nos compétences? On est associé en matière de justice. Personne ne le dit jamais. Et comment? Mais bien sûr qu'on est associé en matière de justice. Vous connaissez des assesseurs coutumiers ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie? Vous connaissez la médiation pénale coutumière ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie? Donc bien sûr, c'est une forme d'association à une compétence régalienne exercée par l'État, des particularités locales. On peut imaginer, moi je dis par exemple en matière de défense, on est déjà associé à un certain nombre d'exercices communs où c'est l'État qui est associé, notamment avec la Nouvelle-Zélande, etc. On peut envisager que la Nouvelle-Calédonie... Et un siège à l'ONU? Ah non mais alors là, vous franchissez, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je me permets de vous couper, parce que c'est là-dessus que les Calédoniens se perdent à chaque fois, et je le regrette, mais le siège à l'ONU, c'est l'indépendance, c'est automatique. C'est ça qui est fondamental. La feuille de papier à cigarette, elle peut être là. Eh ben oui, mais là, c'est plus une feuille de papier à cigarette, c'est-à-dire que c'est un élément substantiel, même si ça paraît très fin, dès lors qu'on est un État indépendant, ce qui va avec, immédiatement, c'est deux choses, c'est la nationalité. Et la nationalité donne le droit au siège
à l'ONU. Donc c'est la différence qu'il y aurait entre les deux branches du référendum, notamment. Sonia Backes, vous, ce référendum éclairé, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que c'est, excusez-moi, mais c'est un peu une grande illusion. C'est-à-dire, ça pose deux problèmes principaux sur lesquels j'ai pas eu la réponse. On l'aura peut-être plus tard, mais le premier, c'est, on nous dit, le référendum couperé, oulala, c'est OUVA. Alors très bien, mais comment nous expliquer, comment les indépendantistes, il va y avoir un référendum, éclairons-le, donc on va faire un projet dans la République française, un projet dans l'indépendance, et puis il va y avoir une majorité à 60-40 qui va vouloir rester dans la France, d'accord? Comment peut-on expliquer, en respectant les Calédoniens, qu'ils vont être moins humiliés quand on va poser la question en l'éclairant, qu'en leur posant la question oui ou non à l'indépendance? C'est pas vrai. Les indépendantistes, dès l'instant où on pose la question du oui ou non à l'indépendance, on a un gagnant et un perdant. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la discussion, ça veut dire tout simplement qu'on sait ce que la majorité des Calédoniens veulent. Mais il n'y aura pas moins un gagnant ou moins un perdant si on éclaire le référendum. Ça, c'est pas. Donc vous pas considérez vrai. que c'est de toute façon un vote clivant? C'est une illusion, c'est-à-dire qu'on nous l'éclaire pour faire une opération de communication, mais ça reste un référendum, il ne faut pas leurrer les Calédoniens. La deuxième chose, c'est qu'en nous donnant le référendum éclairé, finalement, eh bien, on ne sait pas ce que Philippe Gomès va mettre dans la boîte qui va être la boîte de la solution que lui propose. Puisqu'il a dit un exercice il a parlé un petit peu de la justice, des compétences régaliennes. Enfin, concrètement, quel est le projet? Et vous, qu'est-ce que vous mettriez dans votre projet? Qu'est-ce que vous lâchez? On l'a dit très clairement. D'ailleurs, je suis la seule ici à avoir dit sur quoi on lâche. On a dit les indépendantistes ne peuvent pas accepter de dire... Donc sur quoi, par exemple? Non, mais laissez-moi finir, si vous me permettez. Les indépendantistes, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est qu'ils ont grandi, ils ont été élevés en disant nous ou nos enfants, nous aurons l'indépendance. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain que le référendum soit éclairé ou pas, qu'il y ait quelque chose dans la boîte ou pas. Demain, c'est terminé. Plus jamais, ni vous ni vos enfants ne pourraient imaginer vous exprimer sur une solution d'indépendance. C'est pas acceptable. Donc nous, ce que nous disons, c'est aujourd'hui... Une grande majorité des Calédoniens souhaitent rester dans la République française. Il faut reconnaître cette grande majorité des Calédoniens. Mais vous savez que ce n'est pas la règle de la majorité qui prévaut dans le... Il faut permettre aux indépendantistes d'avoir une porte ouverte, c'est-à-dire de dire, eh bien, chaque génération... Quelle est cette porte? J'y viens. Chaque génération, on pourra reposer la question. Donc on repousse? Mais on ne repousse pas. C'est le pacte cinquantenaire un peu, on repousse de 50 ans en 50 ans. Ce qui existe au Québec. Au Québec, tous les 10 ans, on pose la question. Et ce n'est pas un drame à chaque fois, ce n'est pas OUVA à chaque fois. On pose la question de savoir s'il doit y avoir cette évolution institutionnelle ou pas. Dès l'instant où elle est prévue, où elle est acceptée par tous, il faut arrêter. On nous dit c'est OUVA à chaque fois qu'il y a un référendum. Il n'y avait pas eu Matignon, il n'y avait pas eu l'accord de Nouméa, et puis on n'avait pas un corps électoral qui était accepté par tous pour organiser ce référendum. On avait un corps électoral qui était ouvert. Enfin, la situation n'est pas du tout la même. On est dans une situation où tout le monde, j'entendais les indépendantistes dire, allons-y, posons la question. Eh bien, posons la question. Si on arrive à un accord dans la France... Donc, en termes de transfert de compétences, on s'arrête à ce qui a été prévu par l'accord de Nouméa, et on dit toutes les générations, tous les 25 ans, on fait un référendum de détermination. Il y a des évolutions possibles en termes de partage des compétences, parce qu'aujourd'hui, il y a une répartition des compétences entre gouvernement et province, par exemple, qui ne fonctionne pas bien, qui crée des lourdeurs administratives. Donc, il y a des évolutions statutaires à mettre en place en termes d'organisation de la Nouvelle-Calédonie. Mais oui, je le dis très clairement, et on est en désaccord avec Philippe Gomès, je ne suis pas favorable à ce qu'on prépare le transfert de compétences de l'article 27. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez écrit, M. Gomez, vous avez écrit en 2011 que vous étiez favorable à la préparation des transferts de l'article 27. Vous l'avez écrit, donc c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, vous êtes favorable à la préparation. La langue française à 82 000 mots. Mais l'instant où on prépare, M. Gomez, c'est quand même... Non, on prépare, non. On prépare quoi en diadème, on a bien préparé, maintenant on est con. Parce que c'est une obligation. Arrêtez de leurrer les Calédoniens. Je ne leurre pas les Calédoniens, je veux simplement dire qu'on peut préparer une décision et la soumettre au vote du Congrès. La préparation est une obligation de l'accord de Nouméa, la décision est une souveraineté du Congrès. Ce sont deux choses distinctes. Et j'expliquerai ensuite mes positions sur l'article 27 qui sont différentes en fonction de chacune des compétences. L'article 27, déjà, il faudra expliquer peut-être aux gens ce qu'il y a dans l'article 27. C'est pas évident pour tout le monde. Mais bon, comme il a été juste abordé, Grégoire Bernu qui voudrait s'exprimer sur ce référendum éclairé, sur ce qu'on peut... Alors, moi j'ai écouté avec attention M. Gomez et il y a un élément sur lequel on est d'accord. C'est que la négociation, elle doit effectivement commencer dès 2014 et elle doit se poursuivre jusqu'en 2018. Hein. Il ne s'agit pas au bout d'un an et demi de dire ça y est, on arrête tout, c'est fini. Donc vous voulez donner du temps quand même à... On aurait dû déjà être capable d'entamer cette négociation dès 2009 pour arriver dès 2014 à proposer quelque chose.
c'est pas grave, ça s'est arrêté en 2012 pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Il faut recommencer dès 2014 jusqu'à 2018, parce qu'il faut qu'on trouve cette solution. En revanche, sur le référendum éclairé, alors s'il y a un autre point, sur le transfert des compétences, de certaines des compétences qu'il a évoquées. Effectivement, il y a certaines compétences, il va falloir les adapter à la situation du pays. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en matière d'ordre public par exemple, on a énormément de difficultés, donc il va peut-être falloir réfléchir à une solution locale pour améliorer la sécurité des Calédoniens. Une plus grande implication du pouvoir local. Il va falloir être pragmatique aussi, hein, c'est-à-dire en fonction des problèmes qui se présentent à nous. À partir du moment où on a des problèmes qui se présentent à nous, il va falloir être pragmatique. Si en Nouvelle-Calédonie, on peut être plus efficace que via la métropole, eh ben, il faudra faire en Nouvelle-Calédonie. En revanche, là où il y a un problème sur le référendum éclairé, c'est que c'est un peu le saut dans l'inconnu. C'est-à-dire que j'arrive toujours pas à comprendre comment les indépendantistes vont se réveiller le matin en se disant on est content, et de l'autre côté, les non-indépendantistes qui vont se réveiller le matin en disant on est content également. Ça, j'arrive pas à le saisir. Je voudrais quand même répondre à Mme Baquès. Mais je veux bien, on est là pour ça. On est là pour ça, parce que de toute façon, ça fait partie des discussions qu'il va falloir avoir entre nous au lendemain des élections. Donc je suis preneur de vous comprendre à un moment ou à un autre. Pourquoi pas? La preuve, c'est bien. Pourquoi pas? C'est pour le bien de la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, hein, on est d'accord. En revanche, Mme Baquès, je suis désolé de vous le dire, mais là, ce que vous dites, ce que vous préconisez depuis tout à l'heure, c'est quand même le saut dans le passé. C'est-à-dire qu'on est en train de repartir 30 ans en arrière et de recréer ce qu'on a déjà vécu il y a 30 ans. Si vous êtes aujourd'hui en train de nous dire, de toute façon, si au bout d'un an et demi, on n'arrive pas à trouver de solution, eh ben, on passe au référendum. On ne peut pas envisager l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans ces conditions, parce que je vous l'ai dit en début d'émission, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où l'on part, tous les morts qu'il y a eu des deux côtés à l'époque, ce qui nous a conduit à cette évolution particulière, hein, mais dont on doit être fier, parce que la Nouvelle-Calédonie, finalement, toute la communauté internationale est là pour nous féliciter. Y compris d'ailleurs sur la question des 2 drapeaux, je tiens à le préciser. C'est tout ce que je voulais dire. Et est-ce que vous ne pensez pas, juste une question par rapport à l'accord de Nouméa? Mais très rapidement alors. Ce qui n'est pas gagné avec vous, mais bon. Non, vous êtes moqueuse, Claudine Véry. Non, mais par rapport à ce que vient de dire M. Bernu, il dit référendum éclairé, tout le monde va être content. Ben non, tout le monde ne va pas être content, puisqu'il y a un projet qui va l'emporter. Si c'est le projet de l'indépendance, les indépendantistes seront plus heureux. Et donc c'est une confrontation. Et si c'est le projet d'une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, bien sûr, les non-indépendantistes seront plus heureux. Donc ça c'est clair. Sauf que la différence dans la proposition que je fais, c'est qu'on construit ensemble les 2 branches de l'alternative. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont subi la brûlure du suffrage universel se retrouveront autour de la table, chez les non-indépendantistes, comme chez les indépendantistes, et on essayera de remplir ces boîtes-là, de construire ces boîtes-là. Alors bien sûr, les indépendantistes, ça va être l'occasion qu'ils sortent un peu du bois. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'indépendance? Vous avez demandé à des indépendantistes de travailler à l'élaboration d'un statut au sein de la France. Commence à sortir, parce que pour l'instant, on est un slogan, derrière le slogan. Histoire de cerveau, là. Je rappelle que Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne, a d'ores et déjà dit, il a d'ailleurs eu la gentillesse de citer qu'il fallait éclairer le référendum, mais uniquement la partie indépendance. J'ai répondu que c'était un éclairage hémiplégique et qu'en faisant un petit effort après les élections, ils vont bien vouloir éclairer les 2 parties. Pourquoi il faut éclairer les 2 parties? Parce qu'elles sont prévues par l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il ne prévoit pas l'obligation de l'indépendance du pays. L'accord de Nouméa, il prévoit même le principe d'irréversibilité. L'irréversibilité, ça veut dire quoi? Ça intègre l'idée qu'il y a un non à l'indépendance et qu'on ne peut pas revenir en arrière par rapport au stade d'évolution où on en est arrivé. Donc c'est pourquoi l'accord de Nouméa prévoit bien les 2 portes de sortie, et quand il est décidé d'éclairer l'une, celle de l'indépendance, on doit en même temps éclairer l'autre. L'avantage de la proposition qu'on fait, c'est que ce n'est pas un référendum bête et méchant, on se tape dessus et qui finit mal, type référendum Ponce en 1987, pour ou contre l'indépendance, 90% de non à l'indépendance, 6 mois après OVA. Donc on a donné, on sait ce que c'est, et en plus on connaît le résultat à l'avance. C'est pas une solution consensuelle, parce que moi j'aimerais bien une solution consensuelle où les indépendantistes ils disent on reste dans la France. J'y crois pas une seconde. Si elle arrive, tant mieux, je m'en féliciterai. Mais je suis... Oui, mais il y avait... Alors, exact, M. Bernu. Je vous remercie de dire ça, c'est un point important. Ça s'est déjà produit dans le passé. Et je suis d'accord. Sauf qu'il y avait du grain à moudre. Soyons clairs, en 88, on crée les provinces. Il n'y a plus rien d'année. On crée les provinces, on crée le rééquilibrage, on crée les 400 cadres. En 98, les mettre en œuvre, loi d'émancipation et de décolonisation, les lois, la citoyenneté. On arrive au bout de l'exercice. Donc aujourd'hui... Le partage des institutions, par exemple, c'est une marge de manœuvre, ça. C'est ce qu'on a essayé de faire Non, mais donc voilà pourquoi la solution consensuelle est impossible.
possible. On peut la rêver, M. Bernu, et vous avez raison de rêver, parce que, comme disait Jacques Lafleur, il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. Donc je vous félicite pour votre rêve. Cela étant, les indépendantistes qui vont signer une solution consensuelle, ça n'existera pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas tous un peu en train de rêver? Parce que l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation qui s'opère sous l'œil de l'ONU. Ça veut dire que la France, internationalement, a des comptes à rendre pour prouver qu'elle décolonise la Nouvelle-Calédonie. Et que dire, on va faire un statut de maintien pour la France, ouvrir le code électoral. Est-ce que ça va être acceptable, ça, au plan international, dans les critères de décolonisation qu'on peut connaître? Sonia Backès. Oui, dès l'instant. En fait, la situation à la sortie de l'accord de Nouméa, elle est d'en sortir en modifiant la Constitution. Et dans ce cas-là, on aura une solution qui sera adoptée et qui sera considérée comme un accord de décolonisation. Soit on a un référendum, effectivement, et il faudra le lendemain reprendre les discussions. On est bien dans une situation où on doit trouver un accord global. Mais ce que disait Philippe Gomès, et je le rejoins sur ce point-là, c'est qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc vouloir une solution consensuelle, c'est... mais la marge de manœuvre, c'est les indépendantistes que justement qui l'ont, et pas vous. Parce qu'on nous ramène au référendum de 87. Là aussi, c'est un leurre. C'est pas vrai. On n'est pas dans la même situation que 87. On a eu... Non mais ce qui s'est passé en 87... Non, mais ce qui s'est... C'est pas un leurre, on peut dire ce qu'on veut, parce que c'est pas un leurre. Ce que je veux dire, c'est que comparer un référendum qui aurait lieu aujourd'hui à 87, c'est pas la réalité. On peut pas comparer, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais pour autant, c'est pas un leurre. C'est pas comparable. Ce que je veux dire, c'est que... la confrontation. Ce que je veux dire, c'est que, si vous me permettez de parler, c'est que, entre-temps, il y a eu les accords de Matignon et il y a eu l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa prévoit ce référendum. Et l'accord de Nouméa, il a été signé par tous. Et aujourd'hui, on entend, que ce soit Jean-Pierre Jaiwe, que ce soit Roch Wamitan, dire... Allons-y au référendum. On n'est pas dans une situation où les indépendantistes refusent ce référendum, ils l'acceptent. On est dans une situation où les Calédoniens qui souhaitent maintenir la Nouvelle-Calédonie en France ne se sont pas exprimés depuis plus de 15 ans. Et si on arrive à trouver un accord, encore une fois, on peut rêver, c'est fantastique, on arrive à trouver une solution dans la France. Mais si on n'y arrive pas, et je vous le dis, tous les deux sont d'accord sur un point, c'est de dire qu'il faut aller jusqu'en 2018. Mais moi, je pose une question aux Calédoniens. Dans quel état économique et social sera la Nouvelle-Calédonie si on maintient cette période d'attentisme, cette période de crainte de l'avenir où il n'y a plus d'investissement ni des particuliers ni des entreprises? Je pose une vraie question, c'est-à-dire qu'on va ajouter en 2018, quand on va arriver à une solution consensuelle éventuelle ou un référendum éclairé éventuel, dans une situation sociale qui sera plus grave que la situation politique. Grégoire Bernu. On s'est un peu éloigné de votre question. Je voudrais répondre à ça. Je vais juste répondre rapidement là-dessus. On s'est un peu éloigné de votre question d'origine. Moi, ma réponse par rapport à votre question, c'est justement la raison pour laquelle on a souhaité faire différemment à partir de 2010 pour, en partageant les institutions, quand Roch Wamitan a été élu à la présidence du Congrès la première fois, qu'on soit bien clair sur les choses, en 2010. Pas en 2013. Quand Roch Wamitan a été élu à la tête du Congrès en 2010, c'était justement pour partager les institutions avec le partenaire indépendantiste, pour lui montrer finalement tout l'intérêt de rester durablement dans la France. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, il va bien falloir faire avec ceux qui sont là pour pouvoir construire la Nouvelle-Calédonie de demain. On ne va pas pouvoir continuer à tenir ce genre de discours pendant des décennies, parce que moi, ce que je vais dire à Mme Backès, c'est qu'autour de la table, au lendemain des élections, avec le genre de discours qu'elle tient, encore que elle, ça va encore, mais quand on écoute M. Blaise, avec le genre de discours qu'il tient, il n'aura personne pour s'asseoir en face de lui. À la table des négociations. Parce que c'est ça, la réalité. Oui, parce que c'est ça, la réalité. Excusez-moi, M. Bernu, mais ce qu'a fait Pierre Frogier, ce sont des concessions unilatérales. Alors, si c'est comme ça... Ce ne sont pas des concessions unilatérales. J'y étais, M. Bernu, donc je suis bien placé pour le savoir. Vous y étiez tellement que vous faisiez des conférences de presse avec les deux drapeaux à l'époque, donc je me souviens bien, effectivement. Je vais vous dire, M. Bernu, j'y ai cru pourquoi? Parce que j'étais convaincu à ce moment-là, parce que c'est comme ça que Pierre Frogier nous l'a dit, que l'ultime concession, il l'avait obtenue des indépendantistes. C'est faux, c'était un mensonge, parce que pourquoi? Il n'y a eu aucune concession en face de ce geste des deux drapeaux. Il n'y a eu aucun geste en face, et il n'y aura certainement pas. Et en face de ça, on a quoi? On a eu Kanaki 2014, Kanaki est en train de naître 7500 recours, et encore la semaine dernière, quand on a connu l'indigénat, on ne peut pas aimer la France. C'est ça le retour que vous avez. C'est-à-dire que chacun avant les élections, je vous le dis très clairement, côté indépendantiste comme chez vous, vous tapez sur votre Ce que je dis simplement, c'est que les négociations portées par quelqu'un qui
considère que la négociation se fait par des concessions unilatérales et pas qui des est faible concessions en face des unilatérales. indépendantistes. Donc vous Ça avez n'est pas considéré possible. Pierre Ça Frogier n'est trop pas possible. faible pour Exactement. discuter. Philippe Gomez. Oui, pour revenir sur 2 ou 3 points qui ont été évoqués, je maintiens que le référendum, même si c'est plus celui de Ponce, c'est celui qui est prévu par l'accord de Nouméa, aura un effet dévastateur sur le pays. Certains non-indépendantistes le souhaitent, ça a été exprimé, c'est légitime, on est en démocratie, on peut défendre l'idée qu'on souhaite. Certains indépendantistes de l'autre côté aussi le souhaitent. Je pense à Cotrail-Oregueil, négocier quoi? Il n'y a rien à négocier, Kanaki 2014. Donc on voit que de part et d'autre, il y a des tendances un peu extrêmes qui souhaitent aller à cette confrontation. Moi j'ai l'habitude de dire entre ceux qui veulent purger la France et ceux qui veulent purger l'indépendance, formule utilisée par les uns comme par les autres, la seule chose qui sera purgée en l'espèce, c'est le pays. Deuxième chose que je souhaite indiquer, pourquoi le référendum de projet que je propose, pour une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République ou pour un pays indépendant, présente des vertus dans le cadre du dialogue à nouer et de l'acceptation du verdict. Parce que toute la question, c'est comment le verdict des urnes est accepté. C'est toute la problématique. Susceptible de rassembler suffisamment de monde pour que ça puisse être Est-ce que ce viable. verdict est susceptible d'être accepté par les urnes ou est-ce qu'il est susceptible d'être contesté le cas échéant de Si c'est prouver des 51-50, le lendemain de votre référendum éclairé, on ne sera pas tellement voilà, avancé donc, quand même. non mais 51-50, c'est pas possible, ça pardon, se ressent. 49. Mais bon, le cas échéant, je veux 51 bien sera que pas vous très ayez avancé. quelques accommodements avec les mathématiques. Mais, Oui, un peu tard, non. C'est fini. C'est cuit. mais il fait perdre le fil pour le coup. Mais donc, la question, en réalité, qui se pose dans le cadre de ce référendum éclairé, c'est qu'est-ce qui nous oppose? Comment on organise le référendum? Qu'est-ce qui nous oppose? Ce qui nous oppose, c'est tout et c'est rien. C'est tout et c'est fondamental. C'est l'évolution politique ultime du pays. Notre nationalité et notre siège à l'ONU. Parce que l'affaire des compétences régaliennes dont on parle beaucoup, c'est une vraie fausse question. Elles ne seront pas exercées par la Nouvelle-Calédonie, qui n'en aura jamais les capacités. Donc soit elles sont exercées par un autre pays, en l'espèce la France, soit elles ne sont pas exercées. Donc la seule question, c'est celle de la nationalité et de l'État indépendant. Donc ça nous divise. Ok, il y en a qui Et veulent... le corps électoral qui est donc lié Et à la le corps électoral qui nationalité. est lié à la nationalité. On a compris la ligne en question. Bon. Donc c'est ça qui nous divise. C'est pas rien, c'est vrai, c'est l'histoire d'une lutte, celle des indépendantistes et de celles et ceux qui partagent une autre vision du pays, celle des non-indépendantistes. Ok, mais il y a quand même 98% de choses qui sont capables de nous rassembler. On doit arriver, certes, à être différencié sur la déclinaison ultime de l'avenir de notre pays et être rassemblé sur 98%. C'est-à-dire, en clair, est-ce que dans le cadre de ce référendum éclairé, on peut avoir une passerelle entre les deux projets? Je m'explique. Est-ce que dans le domaine économique, social, culturel, on n'est pas capable de bâtir en termes de citoyenneté quelque chose qui est une passerelle entre les deux déclinaisons possibles au terme du référendum? C'est pour ça que je dis que, pardonnez-moi, M. Bernier, je vois que vous avez envie de sauter sur la parole, mais je vous demande de me laisser finir et je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce dialogue autour du référendum éclairé, c'est pas juste des mecs qui ont des opinions différentes, qui chacun remplit son sac et le donne à l'électeur, parce que ce serait un peu bêta. Effectivement, on retomberait dans une opposition très frontale. Et à mon avis, on n'aurait pas. Mais dans qu'est-ce qu'on a en partage? Qu'est-ce qu'on a en partage? Qu'est-ce que le référendum éclairé peut nous permettre de sortir qu'on a en partage, même si on se différencie sur la solution ultime? Dernière chose, sur le référendum dont parlait Sonia Backès, important, elle dit, nous on propose qu'il y ait un référendum générationnel et tous les 30 ans on repasse par la case le peuple s'exprime. Okay, c'est le droit international. Tant qu'on est au comité des 24 à l'ONU, tant qu'on est dans les pays à décoloniser, on est obligé de maintenir un droit à l'autodétermination de ce qu'on appelle les populations intéressées. Donc de toute façon, si c'est une solution pays émancipé au sein de la République qui l'emporte, à partir de ce moment-là, la question qui devra aussi se poser, c'est comment le droit à l'autodétermination continue à s'exercer. Voilà. D'accord. Oui. Juste un point très rapide par rapport à l'affaire des concessions unilatérales. Je souhaite rappeler quand même que notre démarche a été le fruit d'une réflexion. Pierre Frogier a quand même engagé... Votre démarche du drapeau. Notre démarche globale à partir de 2010 pour inscrire durablement, encore une fois, la Nouvelle-Calédonie dans la France. A engagé, outre les 2 drapeaux, etc., a engagé les 3 comités
1 sur l'avenir institutionnel, 2 sur la stratégie nickel et enfin sur le bilan de l'accord de Nouméa. C'est bien ça le débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à transcender cette fameuse question qu'on évoque depuis 30 ans et qu'il faut qu'on arrête de confisquer le débat par la question du pour ou contre l'indépendance, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de réformes à entreprendre, qu'on fait du surplace depuis toutes ces années à cause de ce type de questions. Et je suis désolé de le dire à M. Gomes, mais je ne suis toujours pas convaincu par son référendum éclairé, parce que c'est quelque part un saut dans l'inconnu, tout comme pour Mme Backès, c'est un saut dans le passé. Mais est-ce que là, on voit bien quand même les différences et les divergences qu'il y a entre vous sur l'avenir institutionnel? Il y a quelques points communs aussi, mais est-ce que vous ne courez pas le risque, un certain nombre de choses. Est-ce que vous ne courez pas le risque, effectivement, quand on vous voit tous divisés, alors que finalement le FLNKS arrive à se réunir sur des questions fondamentales, qu'à un moment, les indépendantistes disent, eh bien, le contentieux colonial, c'est avec la France qu'on l'a, c'est pas avec vous. Et on négocie, sans vous, on négocie avec la France, comme ça s'était passé d'ailleurs au moment du préalable minier en 97, où ils ont dit ça c'est une question qui concerne nous et la France. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt intérêt à vous serrer les coudes, parce que quelque part vous êtes en situation, on va dire par rapport à l'histoire, de faiblesse? Moi, ce que je constate, c'est effectivement il y a des différences, mais ce que je constate, c'est quand même qu'on a un certain nombre de points sur lesquels on est d'accord. Je suis convaincue qu'une fois les élections passées et chacun s'étant soumis au suffrage universel, on sera capable de se mettre d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'on a tous en tête qu'on l'ait vécu plus ou moins dans sa chair, ce qui s'est passé dans le passé, et on ne veut pas revivre ça. Donc on aura tous... Donc la raison finira par l'emporter, c'est ça? La capacité. On a été capable de le faire, je vais vous donner un exemple. C'est effectivement, ça n'a rien à voir avec la question de la sortie qui est beaucoup plus importante, mais sur la question des recours qui ont été déposés par le FLNKS, on a tous été capables de mettre nos égos de côté et nos opérations de communication de côté pour travailler ensemble, et on a obtenu que la grande majorité des recours aient été repoussés. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des différences, mais qu'on sera capable de se mettre d'accord sur l'essentiel le lendemain. Je veux juste dire que les indépendantistes, pour moi, ce n'est pas des ennemis. Voilà, il faut bien comprendre ça, hein, dans la philosophie de Calédonie Ensemble. Les indépendantistes sont des Calédoniens comme les autres. Ils ont une opinion politique, un projet politique qui est différent du nôtre. Mais la terre du pays, elle circule dans leurs veines comme elle circule dans les nôtres. Et donc je considère qu'à partir de ce moment-là, même si les choses sont difficiles, même s'il y a des divergences entre les uns et les autres, tant qu'on est en démocratie, on a le droit d'avoir les idées qu'on veut. Et des indépendantistes, il y en a en Polynésie française, il y en a en Corse, il y en a dans beaucoup d'endroits du monde. Donc on doit arriver avec ces Calédoniens qui n'ont pas la même opinion que nous, dans le cadre du dialogue que je propose sur le référendum éclairé, puisque c'est l'initiative qu'a prise Calédonie Ensemble, de trouver les passerelles nécessaires pour continuer à se différencier sur la solution ultime en termes politiques pour le pays, mais se rassembler sur ce qui constitue 95% du corps, je finis, économique et social. Je veux aussi dire autre chose, c'est que les Calédoniens, depuis 30 ans, ont aussi peut-être été un peu frustrés. Je m'explique. Les accords de Matignon et de Nouméa, ils ont une valeur fondamentale, essentielle, que personne ne remettra en cause. Ils nous ont permis d'être là où on est et puis de débattre tranquillement avec vous aujourd'hui. Donc on doit saluer celles et ceux qui, à tous les niveaux, y ont contribué. Pour autant, dans les deux cas, ça a été des solutions imposées. On a dit, voilà le package, il a été négocié entre indépendantistes et non-indépendantistes et l'État, c'est à prendre ou à laisser, ce package. Et bien sûr, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes, des frustrations ont pu en résulter, puisque chacun avait une sensibilité qui le conduisait à trouver dans le package le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et donc là, avec le référendum éclairé, l'idée c'est qu'enfin on redonne aux Calédoniens une capacité à la fois à se rassembler sur 98% du CG, mais à se différencier aussi, parce qu'il y en a qui sont indépendantistes, qui veulent dire nous on veut accéder à un État indépendant, et d'autres qui disent non, nous on veut rester, même si on se gouverne nous-mêmes, un pays émancipé au sein de la République. Donc le référendum éclairé, c'est aussi redonner, dans le cadre du dialogue et du maintien de la paix, une possibilité de choix aux Calédoniens, non plus un oui ou non, comme on l'a fait ces 30 dernières années, mais oui à un pays indépendant, et on sait ce qu'il est, oui à une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, et on sait aussi ce qu'elle est. D'accord. Juste une dernière intervention et après on passe... Effectivement, non seulement les indépendantistes ne sont pas nos ennemis, mais ce sont, je le rappelle, des partenaires de l'accord de Nouméa, hein, qui se réunissent régulièrement au comité des signataires avec les non-indépendantistes, c'est-à-dire les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, les indépendantistes et l'État. Donc effectivement, les indépendantistes ne sont absolument pas des ennemis, ce sont des partenaires avec lesquels il va falloir travailler pour avancer. Maintenant, je voudrais revenir par rapport à votre question. Oui, il va falloir se réunir, les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, au lendemain des élections,
il va falloir se transcender pour trouver des solutions ensemble, mais plus on va continuer à se taper dessus à l'occasion des différentes campagnes électorales qui se succèdent, plus ça va être compliqué, parce que vous savez, après il y a des blessures qui restent gravées, hein, et c'est compliqué chez les hommes et les femmes de les soigner, ces blessures. C'était tout ce que je voulais rajouter. Alors justement, on va passer à un autre sujet, celui des questions économiques, parce que les questions institutionnelles sont importantes, mais il n'y a aucune solution institutionnelle qui pourra tenir si le pays n'est pas aussi en bonne santé économique. En ce moment, l'économie calédonienne est en repli, on voit tous les indicateurs sont à la baisse, le climat des affaires, la création d'emplois, la création d'entreprises. Il faudrait relancer la machine. Au lendemain des élections, quelles seront vos propositions pour juste rebooster l'économie calédonienne? Philippe Gomez, quelles seront vos premières mesures? D'abord, une chose qui a un rapport avec l'économie, c'est tout à l'heure, dans sa présentation, Sonia Backès a indiqué que le référendum dès 2016, on discute en 2015, on ne se met pas d'accord, on fait le référendum en 2016, hein, c'est ce qui est proposé par l'UCF, ça permettra de lever les incertitudes qui pèsent sur l'économie calédonienne et sur la cohésion sociale, et puis comme ça, ensuite, on pourra discuter tranquillement et repartir collectivement d'un bon pied. Bon, ça peut être une vision colorée joliment. La réalité, c'est que le référendum en 2016, puisqu'on sera dans le cadre de l'accord de Nouméa, là, hein, si j'ai bien compris, on discute, on n'aboutit à rien, il y a le référendum. Donc le référendum de 2016, il devra être suivi par un deuxième référendum en 2018 et un troisième. Vous parlez de ce qu'on propose, on ne dit pas on n'aboutit à rien, on dit on se donne une échéance pour la discussion. C'est ça, on se donne une échéance, mais si on n'arrive pas, il y a le référendum, c'est bien ce que vous avez dit. Oui, bien sûr. Donc on est bien d'accord, vous aboutissez à rien, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune modification de l'accord de Nouméa tel qu'il existe. Donc dès lors, on ne parle pas d'aller aux 3 référendums, ce qu'on dit c'est qu'on fait le premier référendum et ensuite on sait ce que souhaitent les Calédoniens, on sait que les Calédoniens majoritairement... Donc vous décidez là d'interrompre unilatéralement l'accord de Nouméa. Vous toute seule, Sonia Backès. Stop l'accord de Nouméa. On arrête, moi j'ai décidé un référendum. Et donc, les autres rentrent à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Non mais je vous en prie, mais dites-moi. Non mais c'est vachement important pour les Calédoniens. On va repartir dans... Non mais c'est parce qu'économiquement c'est fondamental votre question. Vous vous doutez bien que si on fait un référendum en 2016, un deuxième en 2018, un troisième en 2020... Parce que votre référendum est... Mais alors là, parlons des mesures concrètes. Ah mais bien, et je l'ai dit... il y en aura qu'un, donc comment on fait pour en faire qu'un? Oui, alors donc si je me permets de répondre, bien évidemment que le référendum éclairé, c'est pas 3 référendums... Parce qu'il est éclairé, tout le monde va accepter. C'est pas 3 référendum. C'est le monde de oui-oui. Daniel Goa a déjà dit qu'il était OK pour éclairer l'indépendance. Moi, je prends les paris qu'au lendemain de l'élection, ils seront OK pour éclairer également l'autre branche possible au plan politique. Et donc, bien évidemment, le référendum éclairé, c'est un seul référendum au lieu des 3 prévus. Tout le monde va accepter parce que c'est Philippe Gomez qui le propose. Non, pas du tout. C'est une proposition qu'on met sur la table et je décris dans quelle perspective. Éclairez-nous sur l'économie. Déjà, que moi je dis. Quelles mesures, est-ce que, si Calédonie Ensemble demain est au pouvoir en province sud ou peu importe, quelles mesures proposez-vous pour relancer l'économie qui est clairement en repli en ce moment? Elle n'est pas en repli, la situation est catastrophique. On peut dire que le bilan... là, catastrophique, pas tout à fait. Ah bah non, c'est pas ce que dit l'IOM. C'est pas ce que dit l'IOM, vous n'avez pas lu le dernier bulletin. Les fondamentaux sont encore solides, mais il faut relancer. Les fondamentaux restent solides, c'est-à-dire que vous dites que le plancher s'est pas écroulé. Donc je vous le concède, le plancher s'est pas écroulé. Encore une petite année, le plancher serait écroulé. Alors justement. Donc on a l'indice du climat des affaires le plus bas depuis 2002. Exactement. La collecte de l'épargne la plus faible de la décennie. La création d'emplois dans le secteur... Je rappelle qu'il a été au pouvoir de 2004 à 2011. Dans le secteur, la création... Oui, non, mais ça, c'est les chiffres de ces 3 derniers. Là, c'est les chiffres de ces 3 dernières années. Ah, mais je peux parler, pourquoi me coupe-t-il comme ça? Effectivement, le tableau n'est pas terrible, c'est clair. J'ai du mal à obtenir la même poursuite. Donc, ou alors, je réponds sur l'économie. Il commence systématiquement, et de la même manière qu'il a commencé sa campagne en faisant le bilan de la cohésion. On va le laisser finir, on va répondre à Philippe Gomez. Voilà, Grégoire Bernu est vraiment un sage sur ce plateau. Et donc, je reprends, la situation économique est catastrophique et elle est due pour une très large part à la manière dont ce pays a été gouverné au titre de la province comme du gouvernement. Je l'ai dit, la collecte de l'épargne est la plus faible de la décennie, c'est quand même un exploit. Les créations d'emplois dans le secteur privé sont quasiment inexistantes depuis 3 ans, 1% d'augmentation pour être tout à fait précis. L'indice du climat des affaires qui agrège un certain nombre d'indicateurs, c'est le plus bas depuis 2002, donc c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, vous avez aussi été au pouvoir pendant cette mandature. Oui, j'étais au pouvoir pendant cette mandature, mais alors donc regardez l'indice de climat des affaires, regardez, mais je vous encourage, non mais donc vous m'interrompez à juste titre, ça permet à partir de ce moment-là d'avoir une vue d'ensemble. Effectivement, j'ai été au pouvoir, regardez l'indice du climat des affaires sur la période 2009-2011. Tournons-nous vers l'avenir. On peut finir sans être coupé systématiquement, Madame Backès. Madame Backès, laissez finir Philippe Gomez, c'est vrai. On laisse finir Philippe. Laissez finir Philippe Gomez. Donc,
si vous regardez justement, j'ai été au pouvoir, j'assume les responsabilités que j'ai prises en tant que président du gouvernement de 2009 à 2011. Et donc vous regardez cet indice du climat des affaires, vous regardez la collecte de l'épargne à ce moment-là, vous regardez les créations d'emplois à ce moment-là, vous verrez que le climat économique n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc demain, la première chose à faire, qui à mon sens sera susceptible de lever pour une part l'hypothèque politique qui pèse sur le pays, c'est avoir la capacité au lendemain des élections provinciales. Et c'est fondamental, c'est un élément psychologique. Mais vous savez, on dit que, bien évidemment, en matière économique, très souvent, l'élément psychologique est un élément fondamental, parce que la confiance, elle ne se décrète pas, quel que soit le pouvoir en place. Elle se construit au travers d'actes qui ont valeur de symbole. Et en l'espèce, en ce qui nous concerne, à Calédonie Ensemble, le 12 mai, on fera deux choses fondamentales au plan politique. La première chose, nonobstant les difficultés qu'on peut avoir en termes politiques, d'idéologie ou de parcours ces 3 dernières années. La première chose, ce sera de tendre la main à l'UCF et de tendre la main au Rassemblement UMP et au Front de l'Unité pour dire quelles étaient nos divergences hier. Nous sommes face à des échéances majeures et nous devons avoir la capacité à surmonter nos divergences pour nous mettre d'accord et reprendre un dialogue respectueux et constructif. Là, vous allez nous faire pleurer, mais quelles sont les mesures économiques maintenant ? Non, mais si vous considérez que c'est pas important, Claudine Véry. Non, si vous considérez, parce que les mesures économiques, je peux ensuite vous en parler pendant une demi-heure. On a sorti une brochure de 40 pages pour vous parler de logement, de tourisme, de nickel, d'énergie renouvelable, etc. Donc, premier élément, tendre la main à celles et ceux dont nous partageons la sensibilité politique, même s'ils ont pris des chemins de traverse qui ne nous ont pas convenu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les nouveaux équilibres institutionnels auxquels vous avez participé. Deuxième chose, aussi important, sinon plus, tendre la main de manière collective aux indépendantistes pour ouvrir ce dialogue. Là aussi, la campagne électorale va laisser les traces que laissent les campagnes électorales, parce que les choses se durcissent, les caricatures, bien sûr, s'établissent. Ça fait partie du jeu démocratique, on peut le condamner ou on peut le saluer. Et je suis sûr que déjà, ça au total, si les Calédoniens, le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, ça a une capacité collective des acteurs politiques du pays, indépendantistes et non indépendantistes, à engager la démarche de dialogue pour sortir par le haut de l'accord de Nouméa, ce sera un élément qui vaudra toutes les mesures de relance du monde. Première chose. Deuxième chose, s'il s'agit de déclinaison, si on parle de tourisme, si on parle de nickel ou si on parle de logement, le secteur qu'ils ont sinistré, dévasté, c'est le secteur du logement. Donc, pourquoi ? Parce que la production de logements sociaux, qui obéit à un impératif social, mais qui est également un élément économique majeur, dans une province que je dirigeais, on a produit jusqu'à 1000 logements sociaux par an. Une autre option a été faite, qui a été celle de la viabilisation des squats au détriment de la production de logements. Là, le contrat de développement 2011-2015 qui a été signé entre la province sud et l'État prévoit la construction exactement de 247 logements par an. C'est chiffré, c'est publié au journal officiel, c'est disponible. Donc, le chiffre d'affaires de ce secteur, un logement social, c'est en moyenne 20 millions de francs CF. 1000 logements, ça fait 20 milliards. Ce chiffre d'affaires a perdu 16 milliards. D'où les 1500 emplois détruits, d'où sur les 200 liquidations d'entreprises en 2013, 195 qui sont dans le domaine du secteur du bâtiment. Donc relancer la construction de logements sociaux est un impératif social et un impératif économique. C'est un premier secteur, qui est le secteur du bâtiment et des travaux publics. Deuxième élément, une grande conférence économique et sociale. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne savent plus à quel sein se vouer en ce qui concerne les règles fiscales ou sociales susceptibles de leur être appliquées, au motif qu'un certain nombre de réformes sont passées devant le Congrès, n'ont pas été adoptées, je pense à la TGA, qu'un certain nombre de dossiers ont été déposés par le gouvernement sans être adoptés, la taxation des plus-values immobilières, l'augmentation de l'IRVM, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est susceptible d'arrêter ensemble, partenaires politiques et institutionnels, avec les syndicats de salariés et avec les entrepreneurs, pour offrir une perspective de stabilité fiscale et de stabilité sociale sur les 5 années à venir. De toute façon, est-ce que les règles du jeu, on les arrête ensemble et on les met en œuvre ensemble? C'est ce qui a manqué aux accords économiques et sociaux. Oui, ça, donc là, on recommence un peu les accords économiques et sociaux. On recommence pas parce que vu le désastre de ces accords, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été appliqué. Et la feuille de route, elle existe pour autant. Ah non, la feuille de route, elle existe, mais force est de constater qu'elle n'a pas été mise en œuvre. On peut avoir des feuilles de route, elles ne sont pas mises en œuvre. Ah bah non, on vote pas les choses qui sont négatives. On vote les choses qui sont positives pour le pays. D'accord. Ok. Alors, en matière économique, Grégoire Bernu, quelles seraient vos premières mesures? À ce qu'a dit M. Gomez. La situation économique actuelle, elle est en partie imputable à la crise économique internationale et au tassement des cours du nickel qui en est résulté, mais elle est également imputable
à la situation dans laquelle on s'est retrouvé depuis 2011 et le départ de M. Gomez du gouvernement, parce qu'il y a quand même eu le blocage des institutions. Il y a quand même eu, oui, mais vous avez bloqué les institutions pendant un certain nombre de mois. Je vous ai laissé finir, M. Gomez. Hein. Donc vous avez bloqué les institutions pendant un certain nombre de mois. Vos membres calédoniens ensemble du gouvernement ne travaillent pas depuis 3 ans. Ah si, ils ont des secteurs, M. Gomez. Peut-être pas les secteurs que vous vouliez, mais ils ont des secteurs. Vous avez fait des recours administratifs à chaque fois qu'on a pris une décision, que ce soit à la province sud ou au gouvernement, tant et si bien que vous avez bloqué les rouages de la machine, et ce qui explique quand même la situation économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça s'appelle... Non, c'est en partie de votre faute. J'ai dit que c'était aussi dû... Ne retournez pas dans la cour de récréation tout de suite, revenons à des mesures concrètes. Maintenant, on va passer à la suite. Vous voyez, je suis beaucoup plus rapide quand même. Hein. J'ai pas fait une dissertation de 3 quarts d'heure pour vous dire tout ça. Sur la suite, nous, c'est très clair. Il va falloir corriger les déséquilibres en matière de finances publiques en essayant de pas trop assommer d'impôts les Calédoniens. Parce que, je vous le rappelle, le résultat de tout ça, là, c'est quoi? C'est qu'il y a dans la bagatelle de 10 à 12 milliards de francs CFP par an à trouver chaque année. Hein. Donc ça, il va falloir s'y atteler tout de suite, là, pour pouvoir les trouver en essayant de pas trop assommer d'impôts les Calédoniens. Il va falloir moderniser notre économie, hein, notamment notre fiscalité, pour la rendre plus compétitive. Alors, fiscalement, qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Nous, par exemple, on a toujours été favorable à une TVA, mais une vraie TVA, pas le texte qui a été proposé récemment, parce qu'il n'était pas équilibré financièrement. Pas la TGA. Si, la TGA qui a été votée telle qu'elle a été votée il y a 2 ans, c'est la TGA que nous avons votée aujourd'hui, il y a 2 ans. Hein. Oui. Aujourd'hui, il manque un taux et une date d'application. Le texte qui a été présenté il y a 3-4 mois, c'était pas le même, il n'était pas satisfaisant techniquement. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'exonération dans tous les sens, résultat des courses, il était aussi ingérable que le système actuel. Donc ça servait à rien. Et en plus, il n'était pas bouclé financièrement. C'est-à-dire qu'il y avait une moins-value budgétaire de 3,5 milliards qui serait revenue aux élus de la prochaine mandature. Donc ça, c'était pas possible de l'accepter en l'état. Donc une vraie TVA. Donc une vraie TVA pour lutter contre la vie chère. Mais en revanche, il va falloir trouver tout de suite, en parallèle, des mesures modernes de protection de la production locale. Parce qu'on est bien d'accord, il va falloir protéger l'industrie locale, notamment les emplois qu'elle crée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat, ce sont bien les droits et taxes à l'importation qui permettent de protéger l'industrie locale. Donc il faut s'en préoccuper. Il ne s'agit pas d'arriver, de dire ça y est, on met la TVA et puis on ne s'occupe pas du reste. Non, il faut tout faire en même temps. Il faut renforcer le protectionnisme encore de la Nouvelle-Calédonie. Pas renforcer le protectionnisme, il faut prendre des mesures modernes de protection. Si vous mettez une TVA par exemple, vous pouvez toujours mettre un point de TVA sociale en supplément pour exonérer les entreprises locales de charges sociales par exemple. Voilà, c'est des solutions qui sont à l'étude, hein, c'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Donc il y a toutes ces... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été élaborés. Ah, depuis, ça, des rapports, il y en a eu. Allez, il y en a un paquet. Pour avoir cogité, on a cogité. Il y en a un paquet. Donc il suffit de sortir les rapports et puis... Qu'est-ce que vous prenez dans ces rapports? Une TVA TVA, ça fera peut-être pas 12 milliards dans les caisses quand même. Non, mais après il y a la CSG. Alors une CSG. Il va falloir regarder la CSG, mais c'est pareil, M. Gomez le disait, il va falloir rencontrer tout le monde pour savoir si tout le monde est d'accord. De combien de pourcents vous avez CSG? Alors, un point de CSG, ça fait à peu près 4 milliards. 4 milliards 4, je crois. Donc voilà, 2 points de CSG, ça devrait suffire, tout simplement. D'accord. Mais ça, c'est des dossiers qu'il va falloir étudier tous ensemble. La CSG, c'est une contribution sociale généralisée qui s'applique à tous les revenus, patrimoine. Et le principe de la CSG comme de la TVA, c'est que l'avantage, c'est des impôts à assiette très large, donc vous pouvez pratiquer des taux très bas. Et aujourd'hui, moi j'entends en Calédonie Ensemble qui souvent dit que la TVA est inflationniste, c'est faux, archi faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marges qui sont réalisées sont faites sur les prix de revient qui intègrent les droits et taxes à l'importation. Et sachant que les taux en Calédonie, droits et taxes à l'importation inclus, ça atteint 18% quand même en moyenne. Je les renvoie au rapport. Le débat sur la TVA, parce que donc, on peut l'attaquer, mais il faut choisir l'angle. Donc, corriger les déséquilibres en matière de finances publiques sans assommer d'impôts les Calédoniens, moderniser notre économie et notre fiscalité, et enfin créer des nouvelles dynamiques de développement. Pour arriver à tout ça, ce serait mieux, si possible, d'aboutir à un 3e accord dans les plus brefs délais, parce que pour arriver à tout ça, il va falloir faire la chasse au gaspillage, donc réviser la répartition des compétences, réviser la clé de répartition, etc. etc. Alors, Sonia Backès, relancer l'économie, sachant qu'il faut trouver 10 à 12 milliards par an, ça fait quand même une équation difficile à résoudre.
Quelles sont vos solutions? D'abord, ce que je veux retenir sur ce sujet-là, parce que je crois que vraiment, sur le quotidien des Calédoniens, il faut également qu'on arrive à s'entendre, parce que on est dans une situation où le panier alimentaire Richard, on en parlera après. est supérieur de 89% ici par rapport à la métropole. On va y venir après. On a des vraies réformes à faire. Et on a des réformes structurelles en termes de pouvoir d'achat. Donc, sur le pouvoir d'achat, bien évidemment, il va falloir travailler à l'ouverture à la concurrence, pas forcément en mettant un certain nombre de mesures coercitives, mais en aidant les entreprises qui viennent s'installer dans des secteurs qui sont en situation de monopole. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à libérer le travail en simplifiant les procédures administratives. Et puis, je rejoins Philippe Gomez sur une chose, c'est qu'il faut redonner confiance. C'est-à-dire que ce que nous proposons, nous, c'est qu'on ait des dispositions fiscales qui soient mises en place en début de mandat et qu'ensuite on s'engage à la stabilité. C'est important. Quelles dispositions fiscales ? TVA, contribution sociale généralisée également. Qu'est-ce que Alors, il y a un point de base d'abord et qui, à mon sens, doit être fait en début de mandature également, c'est de revenir sur la clé de répartition. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a suffisamment de prélèvements globalement sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un sujet quand même beaucoup plus politique, économique, et vous le savez, et là, on est parti pour des mois et des mois. Je le dis parce que c'est quand même important. On est dans une situation où on prélève suffisamment d'impôts aux Calédoniens, sauf que ces impôts, ils ne servent pas les Calédoniens. On en prélève relativement peu comparé à d'autres pays comme en métropole. Les prélèvements obligatoires sont moins importants ici. Pas pour tout le monde. On est dans une situation aujourd'hui où, par exemple, une partie des classes moyennes paye plus d'impôts sur le revenu qu'en métropole, par exemple. Donc vous êtes pour la taxation des hauts revenus, où là, par contre, il y a des grosses différences. Ce qu'on propose, nous, c'est de revenir sur le barème de l'impôt. Je crois que là-dessus, on se rejoint. J'ai vu le programme de Calédonie Ensemble, de revenir sur le barème de l'impôt sur le revenu et de mettre, pour rejoindre le débat sur la TVA, une TVA sociale. Cette TVA sociale, elle a vocation, d'une part, à simplifier le millefeuille de taxes qu'on a à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, à venir baisser les charges des entreprises. C'est un équilibre global qui va permettre, du coup, de redynamiser le monde de l'entreprise et en même temps de faire baisser structurellement le coût de la vie. Vous êtes d'accord avec ces mesures fiscales ? La fiscalité, c'est un outil. Vous pouvez dire que vous êtes d'accord de temps en temps. C'est un outil qui en panne, parce que cette réforme de la fiscalité, ça fait 20 ans qu'on en parle, et on voit bien que ça patauge, que personne n'ose, tout le monde se refile la patate chaude, mais il n'y a pas eu de réforme structurelle qui a été menée en termes de fiscalité. Non, il y a eu des replâtrages divers et multiples. Voilà. Au cours des est-ce qu'on va pas se derniers contenter de mandats. replâtrage éternellement ? Non, mais je pose la question de cette manière-là parce que la fiscalité, ça n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil. C'est un outil au service d'un projet de société et d'une vision économique et sociale. Donc la question est, en fonction de notre vision de l'économie calédonienne et du projet de société qu'on veut construire, quels sont les outils qu'on met en place ? Les outils qu'on met en place, vous savez, on ne va pas réinventer l'eau chaude en Nouvelle-Calédonie, nonobstant le temps qu'on passe à faire des études. L'ensemble des outils sont sur la table, ils existent à l'échelle métropolitaine, qu'il s'agisse de la taxation indirecte, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu qui peut prendre diverses formes. En métropole, il a 4 formes. L'impôt sur le revenu, il n'en a pas qu'une seule. C'est l'impôt sur le revenu, c'est la CSG, c'est la taxe sur les revenus, et c'est également ce qu'on appelle l'impôt sur la grande fortune, qui est en réalité un impôt sur une part des revenus issus du patrimoine. Le sujet, pour moi, il ne se présente pas de cette manière-là. Le sujet est, est-ce que, par exemple, on reprend ce qui se fait en métropole et ce qui se fait dans un certain nombre de pays, où on assoit les cotisations sociales sur l'emploi. Ce qui explique que quand vous prenez quelqu'un et vous le rémunérez au salaire minimum à 150 000, vous avez en réalité 225 000 francs CFP à sortir, puisqu'il y a 50% d'actes. On a décidé, ça a été mis en œuvre au lendemain de la libération, et ça avait sa pertinence économique à l'époque, que c'était l'emploi qui devait assumer, porter les cotisations sociales. Vous voyez en métropole aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, c'est à nouveau sur la table, c'était sur la table en réalité depuis 20 ans maintenant, la question est, est-ce que l'emploi est le bon moyen d'asseoir l'ensemble des cotisations qui permettent de financer les prestations sociales et la couverture sociale et la retraite, etc. Ou est-ce qu'on doit asseoir ces cotisations sur autre chose, sur un impôt à la consommation, sur un impôt sur le revenu, sur une taxation indirecte, etc. Donc c'est des vrais débats, des vrais sujets, a fortiori pour une petite île comme la nôtre. Et ça, je tiens à le dire, qu'à l'échelle de la métropole, une réforme fiscale, elle soit extrêmement difficile eu égard à la puissance des hobbies, à la stratification de la société française, à des circuits économiques qui ne sont pas simplement français, mais qui sont européens, mondiaux. Ok, on est d'accord. Un petit pays comme le nôtre, 250 000 habitants, c'est-à-dire un arrondissement parisien, où on dispose de tous les pouvoirs fiscaux, sociaux, droit du travail, etc. Moi, je suis persuadé qu'avec de la bonne volonté, à la fois des partenaires sociaux,
pas simplement des hommes et des femmes politiques. La Mais réforme également, est aussi difficile ici que dans les grands pays. oui, mais on a la capacité, nous on a les leviers, elle est aussi difficile à faire, mais on a les leviers qui nous permettent d'agir efficacement, étant donné la petitesse de notre pays d'une part, et le fait que l'ensemble des pouvoirs sont concentrés au sein principalement d'une seule institution, qui est le Congrès. Donc moi je crois véritablement, non pas ce qui s'est passé ces 3 dernières années, parce que c'était histoire d'une catastrophe annoncée, ces accords économiques et sociaux qui ont été signés de manière bipartite à la suite de la coalition entre le gouvernement et les syndicats de salariés, qui ont mis à l'écart l'ensemble des chefs d'entreprise et des organisations patronales, et qui au total, bien sûr, se sont retrouvés complètement déconnectés par... Non, je ne suis pas actif. J'ai été très actif. J'ai été un acteur actif. Vous oubliez Oui, parce que tout le monde l'a signé, il faut quand même rappeler. Ces Non, accords les économiques accords- et sociaux ont été signés J'ai déposé une proposition, si je peux finir. au Saria. J'ai Faire déposé vous parler. une proposition. Non, mais là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez du protocole de lutte Oui, contre signé la au vie chère qui a été commissariat. signé par l'État. Oui. Les accords économiques et sociaux, ils Oui, ont je été sais, mais il y signés au avait quand lendemain même du des gouvernement. similitudes entre les deux Quand accords. il a été... tout- Non, tout- ça a été un moment, une grève générale, Je parce que rappelle qu'il y a les une grève accords générale économiques et parce que- sociaux n'ont pas été signés. Pauvres consommateurs calédoniens qui ne Chacun peut parler. Non, mais moi, j'ai pas C'est fini qu'il y a eu une grève générale. je laisse en finir mai Philippe 2011. Gomez. Non, mais Voilà, c'est c'est une parenthèse. terminé, C'est une mon parenthèse. raisonnement. Je souhaite- En mai 2011, il y a eu une grève je souhaiterais générale à la pouvoir sortie terminer mon raisonnement. de 7 ans de mandat de Philippe Gomez. On a eu une grève générale 7 contre ans de la vie mandat, chère. non. Voilà, Le 5 ans, septennat la a été présidence de la rétabli en Elle est Calédonie. persuadée, Sonia Baquez, qu'avec des raisonnements sabbatatiques, 5 ans ramasse des président voix. à la Est-ce que je province veux dire- sud et 2 ans au gouvernement. Et à la sortie de ça, on a quoi? On a À une la grève province. générale avec 15 000 personnes Donc dans la c'est rue. moi pour qui lutter ai fait contre une la grève vie chère. générale, donc Bah, c'est eux c'est pas qui vous étaient qui au l'avez fait, mais en tout cas, gouvernement. c'est le résultat de Non votre mais enfin politique. c'est pas grave, je ne vais pas m'embourber dans ces débats inutiles. Au total, les accords économiques et sociaux, c'est un échec. Quasiment rien de ce qui a été prévu n'a été mis en place. Ils ont fini par des syndicats aujourd'hui qui disent attention, au lendemain des élections, on refait le rapport de force. Pourquoi? Parce que les institutions ont été faibles pendant 3 ans. Et au total, les syndicats ont pris la main sur l'ensemble des politiques fiscales et sociales qui sont susceptibles d'être mises en œuvre. Donc moi je dis, il faut revenir, il faut qu'on revienne à ce qu'on a créé. On a créé un outil qui s'appelle le Conseil du dialogue social. Le Conseil du dialogue social, c'est où on associe justement les partenaires sociaux avec le gouvernement dans le cadre de ce qu'on appelle l'agenda social partagé, c'est-à-dire les réformes qu'on doit mettre en œuvre dans l'année, et on essaye de construire ensemble. Il faut revenir, Claudine Véry, à quelque chose d'équilibré. Les acteurs économiques, ils ont leur mot à dire. Les syndicats de salariés, bien sûr qu'ils ont le mot à dire. Et les pouvoirs publics, ils ont une légitimité issue du suffrage universel et les leviers institutionnels pour mettre en œuvre les politiques. Et c'est ensemble, avec la part de responsabilité qu'on doit prendre les uns et les autres, qu'on arrivera à définir un projet de société qui nous rassemble d'une part et les outils fiscaux qui permettent la mise en œuvre de ce projet de société. Reprendre effectivement des négociations. En attendant quand même, les Calédoniens attendent justement que les politiques se mettent d'accord et qu'il y ait vraiment des actions et des mesures prises pour agir sur la vie chère. Et donc qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Calédoniens pour essayer de justement d'amoindrir ces difficultés autour de la vie chère et aussi d'aplanir les inégalités sociales qui restent très fortes en Nouvelle-Calédonie? Grégoire Bernu. Alors déjà, par rapport à tout ce qui a été dit, mais sur le fond, uniquement sur le fond, nous, on considère que vouloir absolument une réforme globale de la fiscalité, c'est le meilleur moyen de rien réformer du tout. C'est ce qui s'est passé ces 3 dernières Donc vous préférez années. du coup par coup? On préfère du coup par coup et on préfère commencer par la réforme de la fiscalité indirecte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le poids de la fiscalité indirecte en Nouvelle-Calédonie, sur le total des recettes, représente environ 46%, alors que c'est exactement l'inverse en métropole. C'est 54%, et inversement, la fiscalité directe représente 56% en Nouvelle-Calédonie, alors que c'est l'inverse en métropole. Donc on a une marge de manœuvre sur la réforme de la fiscalité indirecte. Ça fait je ne sais combien d'années qu'on parle de réformer de la TVA, je crois que depuis 2004, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait 10 ans qu'on parle de la TVA, il faudrait enfin la mettre en place, avec en face des mesures de protection moderne de la production locale. Maintenant, sur la vie chère, il y a 2 façons d'aborder la problématique de la vie chère. C'est soit sur les prix, en les faisant baisser, mais pas comme ce qui s'est fait ces dernières années. Là. Le gel des prix, c'est une erreur économique. C'est une erreur fondamentale. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va retirer le couvercle de la marmite? C'est un gouvernement que vous soutenez qui a voté Non. le gel des prix. signé par tous les partis politiques.
Non, mais le gel des prix, on l'a dit. Vous l'avez signé, M. Gomez. On a été Non, mais il faut dire les choses. C'est à vous. Gérard Poadja, Sonia Lagarde, Philippe Michel ont signé. C'est à Mme Véry qu'il faut répondre. Tout le monde l'a signé, y compris les patrons. Pourquoi on a signé le gel des prix. Tout le monde l'a signé parce que tout le monde voulait que le débat s'apaise. Est-ce que tout le monde l'a vu? Dans la réalité, c'est autre chose. Le gel des prix, c'est une erreur économique. Il suffit de une erreur économique grossière. Il ment ouvertement. On mettra le papier en ligne. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ouvrir le couvert? On va ouvrir le couvert, c'est au 1er janvier 2014. Moi, il y a des gens, vous savez, on fait un certain nombre de réunions, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ah ok, il y a des prix qui ont baissé, mais aujourd'hui, finalement, tous les produits que moi j'aimais bien acheter à l'époque, ils ont tous augmenté. Voilà. Bon. Donc il y a un problème avec cette histoire de gel des prix. Attendez, parce que je réponds sur la vie chère. Donc il va falloir mettre en œuvre les réformes structurelles de fond, et arrêter avec ces mesures sur la baisse des prix. Donc je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de lutter contre la vie chère, soit en agissant sur les prix, pour les faire baisser, mais avec des mesures économiques, c'est-à-dire faire en sorte d'améliorer la compétitivité des entreprises pour qu'elles soient en mesure de baisser leurs prix en réalisant des marges pour faire vivre et pour investir et créer des emplois. Et il y a aussi en augmentant le pouvoir d'achat des ménages, c'est-à-dire par des mesures sociales, fiscales, etc., qui permettent de redistribuer du pouvoir d'achat aux travailleurs. Donc, voilà, c'est ça. L'heure tourne, donc on va avancer très vite. On va peut-être passer au dernier thème qui est celui du nickel, qui est quand même un enjeu à la fois politique, économique, social en Nouvelle-Calédonie très important. On essaye depuis le début de l'accord de Nouméa de se mettre d'accord sur une stratégie à l'échelle du pays. Or, on voit bien que la province Nord a sa stratégie, celle du Sud aussi. Selon vous, est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut se permettre justement de ne pas avoir de stratégie minière à l'échelle du pays face à des multinationales aussi puissantes que Vale ou Xstrata? Philippe Gomez. Non, donc nous, on a des positionnements clairs, un corpus idéologique établi qui ne change pas toutes les 5 minutes. Donc il est le suivant. On considère qu'on doit prendre le contrôle de nos ressources stratégiques. Le nickel en fait partie, et comme dans tous les pays du monde, ce doit être la puissance publique qui doit maîtriser les outils. C'est pour ça qu'on est favorable à ce qu'on puisse monter à 51% dans le capital de la SLN, et ou, le cas échéant, dans le capital des Ramettes. Ça dépendra d'un certain nombre de modalités. 2, on souhaite qu'effectivement, ce ne soit plus chaque opérateur qui, dans son coin, finit par décider uniquement pour son compte quelle est la bonne politique, mais on souhaite que les participations publiques dont nous disposons, qu'il s'agisse de celles au sein de la Sofinor, de celles au sein de l'usine de POSCO en Corée, de celles au sein de Valinco, comme de celles au sein de la SLN, dès lors qu'on aura 51% en son sein, soient regroupées dans une holding qui définisse de manière stratégique quel est l'intérêt du pays et comment on peut optimiser avec chacun des acteurs, dans le respect de l'intérêt privé bien sûr, de chacun des acteurs et de chacun des actionnaires, cette stratégie publique. Donc ça fait partie également d'un objectif. Ça nécessitera, je ne rentre pas dans les détails, une modification de la gouvernance de la STCPI qui a correspondu à quelque chose de positif. La STCPI est la société qui porte les parts des provinces dans la SLN. Mais qui aujourd'hui, est présidée systématiquement par le Nord qui décide de tout, et 2, a une répartition inégalitaire des dividendes, puisque c'est les 3/4 pour le Nord et les îles, et 1/4 pour la province Sud. Troisièmement, là aussi le gouvernement a réussi à faire retoquer 2 fois le texte qu'il a présenté sur le sujet, c'était chronique là aussi d'un désastre annoncé, création d'une redevance nickel. C'est-à-dire une redevance d'extraction qui est de nature non pas fiscale mais domaniale, parce que si elle était fiscale, elle porterait atteinte au protocole de stabilité fiscale qui a été signé avec le Nord et le Sud, et c'est que la SLN qui la paierait. Donc il faut que ce soit une redevance à caractère domanial. Cette redevance ayant vocation, comme dans tous les pays du monde, aucune invention d'aucune sorte, à alimenter un fonds souverain, dit fonds pour les générations futures, qui pourra avoir 2 vocations. Première vocation, capitaliser une partie de l'épargne en gestion de bon père de famille, et une autre vocation, financer les filières alternatives au nickel qui soient susceptibles à échéance de diversifier l'économie, 50 ans ou un siècle, de nous donner une économie alternative au nickel lorsqu'il n'existera plus. De toute façon, à ce que nos enfants ou petits-enfants ne regardent pas demain notre pays comme ceux de Nauru ont regardé le trou qui avait été laissé par les anciens. Donc si je dois résumer rapidement, puisque le temps nous est compté, et puis on a dépassé largement l'heure que nous avait été indiquée, si on doit résumer rapidement en 3 objectifs les tenants et les aboutissants de notre stratégie nickel telle que nous la concevons, je viens de vous le dire. Sonia Backès, est-ce que vous croyez, vous aussi encore, à l'élaboration d'une stratégie minière à l'échelle du pays, compte tenu de ce qui est déjà en place aujourd'hui en province sud et en province nord, sur des lignes totalement différentes?
Oui, alors il y a un certain nombre de points sur lesquels on est en accord, et notamment le fait que le nickel doit profiter aux Calédoniens. Doit profiter aux Calédoniens pour préparer notamment l'après-nickel. Et ça a été dit, nous partageons cette volonté de se servir d'une redevance à l'extraction pour finalement alimenter la création de nouvelles filières et prévoir le moment où il y aura plus ou moins de nickel. Ça, c'est la partie sur laquelle on est d'accord. La partie sur laquelle on n'est pas d'accord, c'est la manière dont on conçoit l'investissement, la participation des collectivités publiques dans les sociétés minières. Nous ne sommes pas favorables à ce que la Nouvelle-Calédonie devienne majoritaire dans les sociétés minières. Tout simplement, pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est parfait quand on a des dividendes. C'est-à-dire que quand on est majoritaire et qu'on a des dividendes à se partager, c'est parfait. Quand on a, comme la SLN vient d'avoir 25 milliards de pertes, et bien quand on a 51%, il faut aussi assumer les pertes. Et puis la deuxième chose, c'est que ce que propose Philippe Gomez, c'est le modèle qui est proposé pour l'usine du Nord. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vraie valeur ajoutée, c'est pas les dividendes, la vraie valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée, ce sont les salaires, ce sont les 6000 familles qui vivent du nickel en Nouvelle-Calédonie. Et quand on a une usine du Nord qui fait la transformation du nickel en Chine ou en Corée, c'est pas des familles calédoniennes qui travaillent, c'est des Chinois et c'est des Coréens. Et on peut avoir des dividendes, mais en attendant les 17 milliards de salaires par an que verse la SLN ou les 1 milliard de salaires par mois que verse Vale, eh bien ils sont perdus, ils sont donnés en Corée ou en Chine. Donc il y a un profond désaccord sur le modèle, que nous voyons en termes de nickel pour l'avenir. On est dans un modèle où on veut que les collectivités publiques... Oui, je parle de vous, oui. Le fait d'être majoritaire... Votre modèle, c'est de ne pas participer au capital, mais comment améliorer les retombées? Vous avez mélangé un peu les Comment améliorer les retombées de la richesse nickel? C'est ce que vous défendez à chaque... Pas du tout. Non, mais vous avez déroulé votre truc, mais vous n'avez pas bien compris. Sonia Backès, pour optimiser les retombées financières du nickel, comment les optimiser? Puisque si ce n'est pas par une montée dans le capital, comment est-ce que vous optimisez les retombées de l'industrie minière aux Calédoniens, à la Calédonie? On l'a dit, je crois qu'il doit y avoir une redevance à l'extraction qui doit alimenter d'une part un fonds pour les générations futures, d'autre part les filières innovantes, c'est ce que j'ai indiqué. D'accord. Grégoire Bernu, sur le sujet. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on considère que le dossier de nickel doit faire partie des discussions autour du 3e accord, puisque la stratégie, on avait mis en place le fameux comité industriel comité stratégique industriel qui finalement justement n'a pas abouti à quelque chose de concret. Tout à fait. En même temps, il a au moins permis de réunir les différents intervenants du secteur autour d'une table et ça s'est reproduit récemment, notamment sur la question du partage des ressources minières entre la SMSP et la SLN. Et on a finalement, vous avez bien vu, trouvé une solution pour le court terme pour permettre à la SMSP d'alimenter la Corée. Et c'est bien la SLN qui l'a permis. Donc vous voyez bien que ce fameux comité stratégique industriel, il a quand même servi à quelque chose. Très bien. Donc ça veut dire, oui, mais enfin c'est quand même important, parce que encore une fois, le but du jeu, c'est pas les belles paroles, c'est d'avoir du concret. Donc nous, ce qu'on veut, c'est poursuivre dans cette voie, aborder cette question autour du 3e accord, mais toujours dans l'intérêt des Calédoniens, parce que en fait, on a 4 opérateurs sur le territoire qui sont des concurrents. Sur le marché, mais il faut absolument qu'ils réussissent à s'asseoir autour d'une table et à s'entendre sur le partage de la ressource minière dans l'intérêt de nos populations, parce que pendant toutes ces années, on a bien trop longtemps été spectateurs simplement. Sur la question de la SLN, nous sommes contre la prise de participation majoritaire de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de la SLN, parce que nous considérons que ça peut être un jeu dangereux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions qui prendront, donc la Nouvelle-Calédonie, qui prendra la majorité du capital de la SLN, il ne faut pas oublier que c'est l'émanation d'un ou de plusieurs partis politiques. Ce ne sont pas des industriels derrière. Donc c'est quand même particulièrement dangereux pour la démocratie. Non mais certes, c'est les institutions, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même l'émanation, les institutions. Vous avez été le président du gouvernement. Ça veut dire qu'il y aurait un contrôle politique de la SLN au travers de cette prise de participation. À définir. Chacun son travail. Voilà. Donc nous considérons que chacun son travail. Nous, on est là pour organiser la répartition des richesses et pour coordonner le tout. Oui, mais vous ne voulez pas qu'il y ait une implication trop grande. On ne veut pas prendre des risques inconsidérés dans le capital de sociétés minières, sachant que ça pourrait engendrer de gros problèmes de financement pour les collectivités derrière.
Madame Baquès en a parlé. Aujourd'hui, imaginez que nous ayons 51% du capital de la SLN, ça veut dire que les Calédoniens devraient payer 51% de 25 milliards en impôts, hein, pour renflouer la SLN. Donc voilà. Sur cette question, justement, si demain la Calédonie a 51% de la SLN, par exemple, il va falloir qu'elle paye 51% de la centrale électrique. De dividendes, Madame Véry. Qu'il va falloir Non, rendre. mais juste un détail. 80 Elle a dit milliards, juste je crois. Moi, je vous ai pas coupé quand vous Je ne avez sais dit plus, aux dites-moi, 25 mais milliards. éclairez-moi, Donc, c'est autour de 80 milliards, voilà, je crois. c'est 100 milliards en 100 réalité, milliards. en 2 temps qui ont été distribués. Donc ils prennent les 25 milliards là pour dire oh là là, faut pas. Ils ont juste oublié que les 2 années précédentes, il y a eu 100 milliards de. Bon, peu importe. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, moi, je suis pour la souveraineté économique du pays. Là aussi, on a un corpus idéologique qui est clair. On est contre la souveraineté politique. On souhaite se gouverner nous-mêmes, mais en restant au sein de la République. Par contre, la souveraineté économique. C'est-à-dire maîtriser nos outils essentiels, au premier rang desquels les usines métallurgiques, nous y sommes favorables, avec les dispositifs nécessaires pour que les collectivités soient protégées, bien évidemment. Il ne s'agit pas de se retrouver exposés au grand vent du grand large, mais il s'agit de faire en sorte que les intérêts du pays, c'est bien le nickel du pays. C'est bien le nickel du pays qui est cherché, c'est bien le nickel du pays qui est exporté et qui est transformé. Donc c'est bien ce nickel du pays qui doit revenir au pays au travers d'une participation majoritaire dans les usines. Et il y a tous les mécanismes nécessaires qui sont possibles sans que les collectivités ne soient exposées. Ça se fait, vous savez, même en Norvège, en Europe, ils ont pris le contrôle du pétrole. D'accord. Il a Paul Néautine a le courage politique. Et en Norvège, il y a Paul Néautine en Norvège. Et en Norvège, il y a Paul Néautine qui gouverne la Norvège, qui a pris le contrôle de tous ces pétroles. La nationalisation des grandes il faut quand même essayer de raisonner en dehors. C'est quand même une vision sociale. Parce que c'est une vision collectiviste. Bien sûr. Et alors, en métropole... Vous avez le droit de s'envoler de mettre l'uranium. Non, en métropole, l'industrie nucléaire et la propriété de l'État, que ce soit socialiste ou pas socialiste, c'est la même chose. EDF, GDF, c'est la propriété de l'État, socialiste ou pas socialiste, c'est la même chose. L'industrie de l'armement, parce que c'est stratégique, c'est la propriété de l'État. Il faut arrêter les raisonnements à dessous. La question est quand c'est stratégique, ça doit être dirigé par le pays. Quand ça ne l'est pas, à partir de ce moment-là, ça relève du secteur privé. Les usines métallurgiques, c'est stratégique. On doit avoir 51% en Balkan et pas se faire piller comme on s'est fait piller tout au long du siècle écoulé. Le pillage, le modèle que défend Philippe Gomet, je l'ai dit. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'est celui qui est défendu par Paul Néautine et par André Dang. Aujourd'hui, ça amène à quoi? Ça amène une usine dans le Nord, un détail. Certes, mais aussi la transformation qui se fait en Corée et en Chine. Donc, on arrive à faire travailler des Coréens. On a raté une étape. Ouais, d'accord. On arrive à faire travailler des Coréens. Il y a un MOU qui a été signé. C'est ce que vous savez. C'est que la transformation. Enfin, on a fait travailler beaucoup de Japonais par le passé. Nous, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est 6 000 70 000 tonnes par an. C'est 6 000 familles. Répétez pas la même chose, vous ne maîtrisez pas le sujet. Monsieur Gomez. Mais non, 70 000 tonnes sont exportées par an. Restons Au Japon, vous faites travailler des Japonais. En Australie, vous faites travailler des Australiens. Donc arrêtez de stigmatiser Paul Néautine et l'usine de Corée. Je ne stigmatise pas, je dis simplement ce qui rapporte la valeur ajoutée pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le travail. Donc vous interdisez les exportations au Japon et en Australie? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut favoriser le fait d'avoir une transformation locale. Donc vous interdisez les exportations au Japon et en Australie, puisque vous faites travailler des petits Japonais et des petits Australiens. Voilà, on va arrêter le débat, je vais juste prendre une dernière question. Voilà. On n'est pas dans les mêmes proportions. Une question, ça sera une dernière question là, qui a été posée par un internaute et ça va clore le débat. Est-ce que demain, donc, il y a peu de chances que l'un d'entre vous soit majoritaire au Congrès? Pourquoi vous êtes négative? Je ne suis pas négative, je suis réaliste, je crois. J'espère pour la Calédonie. On a le droit d'avoir du second degré, ou c'est interdit par la loi? Non, c'est pas interdit par la loi. Du second, du troisième, du quatrième, si vous voulez, pas de problème. Bon, donc imaginons, par un total hasard, que vous n'ayez pas la majorité au Congrès. Avec qui ferez-vous alliance? Entre vous ou avec un parti indépendantiste, l'UC, le Parti travailliste, avec le PALICA? Que ferez-vous au lendemain des élections? Avec qui vous allierez-vous en priorité? Entre loyalistes, très clairement, la majorité, parce que c'est 2014, parce qu'il faut discuter de la sortie, la majorité doit se faire prioritairement, et d'ailleurs exclusivement entre loyalistes. Philippe Gomez. Je suis ravi de voir que les nouveaux équilibres sont désormais enterrés, les nouveaux équilibres institutionnels sont désormais enterrés, que l'idée d'une alliance avec l'Union calédonienne, parti travailliste pour ouvrir le dialogue, est aussi elle-même enterrée. Et donc on va revenir à quelque chose qui est la base, qui, même si on a des sensibilités politiques, économiques et sociales qui sont différentes, c'est la loi de la démocratie. C'est la chance, on n'est pas dans une dictature, c'est pas un parti unique. C'est quand même formidable d'avoir des sensibilités différentes et les Calédoniens ont la possibilité de les choisir. Donc oui, bien évidemment, c'est au sein de la sensibilité non indépendantiste, comme à l'époque de l'entente républicaine de 2009-2011, que nous devons retrouver les nouveaux équilibres
nécessaires pour gouverner ensemble et dialoguer ensemble avec les indépendantistes. Ça va pas être une mince affaire, c'est clair, mais c'est en tout cas le seul chemin qui s'offre au pays et à nous. Grégoire Bernu. Oui, je confirme, effectivement, on va rechercher d'abord un accord avec les partis loyalistes, c'est-à-dire non indépendantistes, au lendemain du scrutin de mai, du 11 mai 2014. Donc on rencontrera probablement nos partenaires, les partis politiques non indépendantistes pour essayer de constituer une majorité. Pourquoi? Parce que j'ai déjà répondu également en début d'émission. Il va d'abord falloir qu'on soit capable de discuter entre loyalistes avant de pouvoir commencer à discuter avec les partenaires indépendantistes et États sur la sortie de l'accord de Nouméa. Cela dit, si la question se pose, parce qu'il est aussi possible que les indépendantistes soient majoritaires au Congrès, d'autant plus qu'ils ont réussi dans le Sud ce que vous n'avez pas su faire dans le Nord, et donc il y a une possibilité, compte tenu, on va dire, du volant électoral indépendantiste en province Sud. Est-ce que vous pensez que les indépendantistes pourraient être majoritaires au Congrès? En ce qui me concerne, non. Vous pensez que non? Non, la liste dans le Sud, effectivement, va leur permettre peut-être d'aller jusqu'à doubler leur siège au Congrès. Mais il y aura une majorité courte qui sera... Doubler leur siège au Congrès? Oui, c'est-à-dire ils sont 3 sièges en province Sud. Ah, sur la province Sud, d'accord. Oui, bien évidemment, parce que dans le Nord et dans les îles, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et donc, on va se retrouver très probablement, enfin, c'est une hypothèse, ça dépendra du taux de participation et d'un certain nombre de choses. Mais il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec une majorité non indépendantiste à 28 et une minorité indépendantiste à 26. Donc, effectivement, l'écart sera peut-être plus étroit qu'il ne l'a été jusqu'alors. Mais c'est 23-31 aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est 23-31. Donc on peut retrouver un 28-26 ou un 25-29. Ça sera l'ordre d'idée. Deuxième chose que je tiens à dire, tous les partis politiques non indépendantistes doivent se retrouver. On l'a dit, on dialoguer. Chacun, même s'il a sa sensibilité, ses convictions, ses opinions, l'a affirmé. C'est de bon augure. Moi, je suis content qu'au moment d'une mandature difficile, on arrive à dire ces choses-là avant même les élections. Donc c'est formidable. Je dis simplement aussi autre chose, c'est que le peuple va s'exprimer le 11 mai. Le suffrage universel va être exercé. Et bien évidemment, le peuple va dire sur les différentes hypothèses. Elles sont claires, elles ont été exprimées, elles vont être réexpliquées pendant toute la campagne. Chacun a en réalité un axe qu'il développe et qu'il essaye de mettre en exergue, de mettre en avant. Le peuple va dire, est-ce que c'est la solution consensuelle prônée par le Rassemblement UMP, le Front d'unité telle qu'elle a été développée par Grégoire Bernu? À partir de ce moment-là, c'est bien évidemment la solution prioritaire qu'il faudra suivre, puisque le peuple sera exprimé. Est-ce que c'est, on discute un peu et on fait le référendum après? Celui qui sortira en tête, bien sûr, aura vocation... c'est important, parce que ce que je veux dire par là, c'est que au total, la décision est dans les mains des Calédoniens. C'est eux qui, le 11 mai, vont d'une manière ou d'une autre affirmer ou pas un leadership. S'ils l'affirment, la solution sera celle qui devra être poursuivie. S'ils ne l'affirment pas, à partir de ce moment-là, on devra... Je suis d'accord avec ce que vient d'indiquer Philippe Gomez. À une nuance près, on est dans un scrutin un peu particulier pour les provinciales, puisqu'on est dans un scrutin à un tour, à la proportionnelle pure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un scrutin où on aura une prime majoritaire pour celui qui sortira devant. Donc il y aura quand même une prise en considération et une existence de l'ensemble des formations politiques. Donc c'est important qu'on puisse avoir... Au prorata de leur poids électoral. Voilà, qu'il n'y en ait pas un qui considère que parce qu'il a gagné, il est... Formation politique à sa place. Moi, au contraire, je suis favorable à ce que la sortie de l'accord de Nouméa ne soit pas une négociation catimini entre quelques-uns, mais qu'on ouvre le plus largement possible les portes au peuple, parce que plus le peuple sera associé aux négociations, plus il sera susceptible de porter les solutions qui seront mises en œuvre. Mais par contre, bien évidemment, chaque parti politique, au prorata du soutien qui lui aura été apporté par le peuple, aura vocation à être représenté dans le dispositif. Grégoire Bernu, juste sur la possibilité que les indépendantistes prennent le contrôle du Congrès et du gouvernement, compte tenu de l'union qu'ils ont réussi dans le Sud? Je ne pense pas non plus. Je rejoins Philippe Gomez quand il dit qu'ils devraient doubler leur score en province Sud, ce qui ne leur permettra pas d'obtenir une majorité au Congrès. Alors qu'il est, j'aimerais bien savoir, puisqu'on était bloqué dans les studios, combien de listes ont été déposées au commissariat en province Sud, parce que ça c'est aussi une donnée du problème qui va nous permettre d'analyser si oui ou non. On était entre 6 ou 7. Voilà. On devrait normalement progresser quand même en province Nord. On avait 3 listes, on n'en a plus que 2. Effectivement, vous allez finir par y arriver, s'il y avait encore un mandat. On a quand même une marge de progression parce qu'on avait une liste. Je rappelle juste qu'en province Nord, on avait une liste qui n'a pas eu de siège. Je voudrais quand même dire que je ne pense pas qu'effectivement les indépendantistes obtiendront une majorité au Congrès. Ok, ben ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Bonne campagne. Merci. Merci à vous. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis sur Kuji TV et à très bientôt. Merci. Merci.